Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Si vous nous regardez via notre chaîne YouTube, vous voyez que, comme à l'habitude, je suis accompagné de Marc-André Chaloux. Et Marc-André, là, aujourd'hui, on va y aller de notre avant-goût de la section nord de l'Association américaine. Il y a eu tellement de changements. 3 nouvelles entraîneurs-chefs, notamment. Mais pour commencer, on va jeter un petit coup d'œil. On va se rafraîchir la mémoire. On va regarder le classement 2025 de cette division. Exact. Les Steelers avaient participé aux éliminatoires avec une fiche de 10-7. Les autres formations ont été exclues des éliminatoires. Les Ravens avaient terminé deuxième avec une fiche de 8-9. Les Bengals de Cincinnati à 6-11. Et les Browns de Cleveland à 5-12. C'était quand même assez serré. Les Bengals ont peut-être déçu, là, justement, l'année dernière, là, avec justement Joe Burrow qui a raté beaucoup de matchs. Mais bref, ça s'enligne pour être une division assez serrée, encore une fois, cette année. Ouais, c'est serré et aussi, bon, on ne connaît pas nécessairement les systèmes qui seront utilisés par les Mhm. équipes, autant en attaque, en défense, avec des nouveaux entraîneurs-chefs. Donc, cette division-là est très intrigante. Là. Pendant longtemps, on savait que c'était généralement une course à deux entre les Ravens et les Steelers. Bon, à l'occasion, les Bengals étaient en mesure de terminer au premier rang de la division. Mais là, c'est vraiment intriguant là, avec plusieurs changements. Alors, on va commencer notre avant-goût de la section nord de l'américaine avec les Browns. On va commencer avec l'équipe qui a terminé en dernière position de cette division l'année dernière. Puis il y a comme un vent de fraîcheur, là, soudainement, à Cleveland. Il faut dire qu'on est au mois de juillet, alors toutes les équipes ont de l'espoir à ce sens de l'année, incluant Cleveland. Puis, tout d'abord, si on regarde au niveau du groupe d'entraîneurs, on a un nouvel entraîneur-chef, Todd Monken, qui est un vieux routier dans le circuit dans la NFL, mais c'est la première fois qu'il est entraîneur-chef dans la NFL. Ce serait intéressant. Il y a un nouveau coordinateur défensif, Jim Schwartz. On le sait, là, vous l'avez auditionné pour le poste d'entraîneur-chef, on ne lui a pas donné, il a claqué la porte. C'est rendu maintenant Mike Rutenberg. Je connaissais pas trop Mike Rutenberg. Didier, j'en ai appris beaucoup sur lui. Il était justement avec l'organisation des Falcons, entre autres, et des Jets Mhm. récemment. On dit beaucoup de bien de lui. Il a reçu d'ailleurs des éloges là, de Robert Saleh, le nouvel entraîneur-chef des Titans, en disant que c'est un gars qui mérite sa chance, c'est un gars énergique, qui pourrait insuffler justement un vent de fraîcheur à cette défense-là. J'ai bien hâte de voir. Mais si on parle de défense, justement, Didier, ça m'amène à te parler de Myles Garrett. Ça a été la Mhm. grosse nouvelle là, du côté des Browns, ou le gros départ du côté des Browns durant l'entre-saison. Là, je sais qu'on a un tableau départ et arrivée qu'on pourrait mettre maintenant, Didier, mais oui, Myles Garrett fait partie justement de ces départs-là. Si on regarde les autres rapidement, David Njoku, l'allié rapproché, le demi-offensif Jerome Ford, Joel Bitonio, le bloqueur, a pris sa retraite. Taylor également poché. Si on regarde les arrivées, justement, Jared Verse, Myles Garrett, ça a été la grosse transaction de l'entre-saison. On a également revampé un peu notre ligne à l'attaque là, avec Howard et Spencer Fano, entre autres, qu'on a repêché. Mais oui, si on revient à Myles Garrett, Didier, est-ce qu'on va pouvoir remplacer Myles Garrett au sein des Browns? Il était le visage de la concession là, au cours des dernières années. C'est certain qu'on va pas remplacer sa production de l'année dernière, hein, étant donné qu'il a établi le record pour le plus grand nombre de sacs du quart en une saison. Mais j'ai aimé cette transaction-là pour les Browns, parce que là, clairement, Garrett ne voulait plus être à Cleveland. On l'a échangé aux Rams, mais au moins, on n'a pas les mains vides en retour. Tu sais, on a mis la main sur un jeune, un très bon jeune chasseur de quart en Jared Verse. Puis si on regarde les statistiques de Verse, oui, il a réussi moins de sacs du quart que Myles Garrett lors des 2 dernières années, mais en termes de pression, c'est comparable. Alors, pour Verse, qui est encore un jeune joueur, il ne faut pas l'oublier, là. Donc, ça va juste être sa troisième saison. Ça va être une question de finir les jeux, de finir au carrière afin d'amasser les sacs du quart. Mais en termes de transactions, je veux dire, si tu es pour échanger Myles Garrett, je ne crois pas qu'on aurait pu obtenir mieux que ça du côté des Browns de Cleveland. En fait, les Browns, eux, tenaient à ce que Jared Verse fasse partie de la transaction. Les Rams ne voulaient pas, mais au cours des négociations, finalement, Los Angeles a cédé et les Browns ont eu ce qu'ils voulaient. La question de savoir, est-ce que défensivement, la défense des Browns a quand même été bonne lors des dernières années, malgré le fait qu'on n'a pas participé aux éliminatoires. Là, avec le nouveau système de Michael Rutenberg, Rutenberg, lui, c'est un disciple de Jeff Ulbrich. Tu as parlé du fait qu'il Mhm. arrive d'Atlanta. Ulbrich est coordonnateur en défense des Falcons. Et Ulbrich, c'est un des coordonnateurs qui blitz le plus. Il aime à vous générer de la pression. Alors que Jim Schwartz, ancien coordonnateur de la défense des Browns de Cleveland, lui ne blitzait pas beaucoup. Lui faisait confiance à sa ligne défensive. Tu vas me dire, avec Myles Garrett, il faisait bien de faire confiance à sa ligne défensive, mais quand même, tu as 4 joueurs, tu as 3 autres joueurs sur la ligne défensive. Alors lui, c'était la pression à 4
qu'il préférait. Alors, c'est vraiment un changement de philosophie, là, potentiellement, du côté de la défense des Browns de Cleveland. J'ai hâte de voir si on va s'ajuster à cette nouvelle philosophie du côté de Cleveland et si la défense va demeurer une force comme elle l'a été, comme elle était la force de cette équipe-là lors des dernières saisons sous Jim Schwartz. Parce qu'on a quand même 23 sacs du corps. C'est un record de la NFL à combler là, du côté des Browns. C'est Mhm. énorme quand on pense à ça. Ça va prendre un travail collectif, j'imagine. Tu as parlé de Jared Verse, 7,5 sacs du corps la saison dernière. Mais on a d'autres éléments là, en défense assez intéressants. L'année passée, le recrue de l'année là, en défense, Carson Schwarzenegger, le secondaire, il a été incroyable. On a encore Denzel Ward dans la tertiaire, Randall Pitt. On a repêché Emmanuel McNeil Warren également, qui était bien classé. Mhm. On a toujours Mason Toledo, Graham qu'on avait l'ancien repêché. Toledo. Oui, on a toujours Mason Graham qu'on avait repêché en première ronde l'année précédente. On a des bons éléments en défense. Ça va vraiment, comme je te dis, Didier, est-ce que tu penses que justement pour combler la perte de Myles Garrett en termes de sacs, ça va être un travail collectif? Oh oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, tu as mentionné le nombre record de sacs de Garrett, 23 sacs du quart. Mais moi, c'est vraiment la philosophie. Est-ce que ces joueurs-là vont pouvoir s'ajuster au niveau système? Parce que tu viens de mentionner plusieurs noms. On parle de joueurs de talent là, du côté de Cleveland. Défensivement, on n'est pas démunis de talent, bien au contraire. Alors, cette défense-là, elle a le potentiel d'être bonne. Encore une fois, est-ce que les morceaux que tu viens de mentionner, est-ce qu'ils vont bien cadrer dans le système de Rutenberg? Est-ce que lui, il va pouvoir s'ajuster à ses joueurs? C'est ça que j'ai hâte de voir. Puis ça, c'est toujours un point d'interrogation lorsqu'il y a un changement au poste de coordonnateur. Et si on regarde maintenant, oui, j'avais également noté l'arrivée de Quincy Williams, là, qui connaît Rutenberg de l'époque des Jets. Ça pourrait venir aider Ouais. également la défense du côté des Browns de Cleveland. Et si on regarde l'attaque maintenant, écoute, une attaque qui a terminé 31e pour les points par match l'année dernière, 30e pour les points par match. Ça peut pas être pire. On n'a pas vraiment changé on demeure avec la même question qui brûle toutes les lèvres. Shedeur Sanders ou Deshaun Watson. Je pense que l'attaque des Browns, là, c'est au poste de quart, là. C'est l'endroit névralgique, là. On a besoin d'avoir des réponses à ce niveau-là. Ouais, mais ça fait près de 30 ans qu'on dit que ça peut pas être pire, Marc-André, à chaque début de saison du côté des Browns. Puis des fois, c'est pire, justement, que l'année précédente. Alors, on va voir qui sera la carrière partant. D'après ce qu'on a entendu des gens qui couvrent les activités quotidiennes des Browns lors du minicar, ben, il semble que Deshaun Watson, oui, Deshaun Watson, a une longueur d'avance sur Shedeur Sanders. Et pourquoi pas? Parce qu'il a de l'expérience. Il ne faut pas oublier que avant tous ces problèmes avec la justice, Deshaun Watson, sa dernière bonne saison, ça fait 6 ans de ça, Marc-André. Pour remonter à la pandémie, à la saison 2020, là, sa dernière dans l'uniforme des Texans de Houston. Mais il était dans le top 5 des carrières de la NFL cette année-là. Est-ce qu'il peut retrouver ça maintenant? Ça, c'est la grande question. Parce que peu importe ce qu'on pense de lui, c'est un joueur de talent. Toutefois, ça a été difficile pour lui, puis c'est de sa faute. OK, on s'entend là-dessus, mais ça l'a affecté, ça, mentalement, clairement, les déboires avec la justice qu'il a eu. Alors, moi, ça, j'ai hâte de voir s'il se replace. J'ai une question pour toi. Si Deshaun Watson est en mesure de se replacer, d'être le carrière partant au début de la saison, ça va être 2026, c'est finalement la dernière année de son contrat là, avec les Browns. Là, les Browns, qu'est-ce qu'ils vont faire? Supposons les complètent Je te vois 35 venir. passes de toucher. Je te vois C'est venir. ça, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le re-signer? Est-ce qu'ils vont mettre à exécution leur plan qui est de potentiellement de repêcher un carrière dans la QV de 2027? Tu sais, c'est toute une question là, qu'on va peut-être avoir du côté Non. Cleveland. Si Deshaun Watson est en mesure ben, de redevenir le Deshaun Watson qu'on avait vu à Houston. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Premièrement, ça arrivera pas. Puis oui, le plan, c'est justement de servir de ces choix de première ronde qu'on a accumulés pour justement s'avancer, faire des échanges au repêchage de 2027 pour trouver notre quart de concession. Je pense que Deshaun Watson, non, on sera pas de retour avec les Browns, peu importe ce qui arrive. Puis je suis conscient, là, c'est un peu ce que, en faisant mes recherches, c'est un peu ce que j'ai trouvé, c'est que les Browns, on a du talent à plusieurs positions, mais le problème, c'est le corps arrière. Euh, c'est la position clé au football. Donc, j'ai hâte de voir. Mais écoute, si Deshaun Watson n'est que le 2 tiers, il joue à 75% de ses capacités lorsqu'il était au sommet de son art, comme les Browns, sérieusement, écoute, si on peut retrouver, c'est comme tu as dit, le trois quarts de ça, on va peut-être gagner des games de football, des matchs de football plus qu'on pense là, à Cleveland. Ouais, ben moi, j'ai hâte de voir. Ben, c'est ça que j'ai hâte de voir. Durant le camp d'entraînement, moi, c'est Shedeur là-dedans. Parce que moi, je crois sincèrement que Shedeur est un joueur de talent. L'expérience est du côté de Deshaun Watson.
Mais tu sais, pour les Browns, avec tout ce qui est arrivé depuis que Watson est signé avec eux, moi, je ne peux pas m'imaginer qu'il va faire partie de l'équipe en 2027. Alors, pourquoi pas faire jouer Shedeur? Tu sais, surtout que Anton Monken, c'est un nouvel entraîneur-chef. C'est un entraîneur-chef recru. Oui, il a beaucoup d'expérience, mais comme coordonnateur, que ce soit au niveau de la NFL ou au niveau du football universitaire américain. Moi, j'irais avec Shedeur. Tu sais, parce que je pense que d'aucune façon, on aimerait revoir de Sean Watson. Je ne peux pas croire qu'on lui donnerait une prolongation de contrat, tu sais, ou un nouveau contrat s'il joue bien lors de la saison 2026. Avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on serait prêt à passer l'éponge? Moi, c'est la raison pour laquelle je favoriserais de commencer la saison régulière avec Shedeur Sanders à titre de carrière partant si la compétition entre les deux quarts est serrée. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, je vais porter un œil sur cette bataille de carrière-là une fois que les camps d'entraînement vont commencer à la fin du mois. Écoute, 56,6%, c'était son pourcentage de passes complétées à Shedeur Sanders en 8 matchs la saison dernière. C'est vraiment pas beaucoup. Mhm. C'est 7 passes Ouais. de toucher, 10 interceptions. Ça a été quand même Mais c'est difficile. une recrue. Euh, Oui, 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 c'était c'est une sûr. recrue, mais les receveurs qu'il y avait, c'est pas un grand groupe de receveurs. La ligne à l'attaque qu'on a améliorée, là, on a un nouveau 5 partants au niveau de la ligne à l'attaque. Là. On a fait, on repart là, complètement à neuf au sein de la ligne à l'attaque. Puis je pense, peu importe quelle carrière, que ce soit Watson ou Sanders, on va être beaucoup mieux entouré qu'on ne l'était l'année dernière. Tu sais. La ligne à l'attaque, tu sais, on a mis sous contrat des joueurs autonomes. Choix première ronde de Spencer Fano, bloqueur à gauche. Casey Conception, receveur de passe. Denzel Boston, qui a fait sensation lors du mini-camp. On va voir là, une fois que le vrai camp d'entraînement va commencer, si le choix de deuxième ronde continuera de connaître du succès. Il y a ton favori, Harold Fannin, également. Tu sais, on n'est pas dépourvu de talent. Là. On a bien repêché lors des dernières années du côté des Browns. Alors, tout dépend de la position de carrière. Parce que je crois que la ligne d'attaque est améliorée. Le groupe de receveurs de passe aussi. Il y a Quentin Judkins dans le champ arrière. Alors, c'est ça. Ça va venir à la position de carrière, encore une fois, comme c'est le cas depuis le retour de la concession à Cleveland en 1999. Mais moi, j'aimerais ça qu'on donne une opportunité à Shedeur Sanders, personnellement. Moi, je pense que depuis 99, les Browns, il y a eu 42 quarts partants avec les Browns depuis C'est fou, hein? 1999. C'est un record de la NFL. Il va en avoir un 43e en 2027. Donc, Donc, tu as c'est pas zéro mal ça que confiance je te autant dis. de Sean que Shedeur. Ou Dylan Gabriel, name it. Ah, on n'est pas obligé de nommer des Dylan Gabriel. Il fait pas partie des plans. Jared Verse lui a Mais oui, arraché juste son chandail numéro 8 du dos, puis il l'a mis là. Dylan Gabriel, j'ai jamais compris pourquoi il l'a repêché en troisième ronde. Puis clairement, il fait plus partie des plans des Browns. Hein. en complément d'information, là, la ligne à l'attaque, on a transigé pour acquérir Titus Howard avec les Texans de Houston. On a Oui. signé Elton Jenkins, Zion Johnson. On a repêché Spencer Fano, qui évoluait comme bloqueur, qui jouait, oui, qui va évoluer comme bloqueur à gauche, ça c'est intéressant, qui évoluait à l'université comme bloqueur à droite, par exemple. Ça reste quand même un changement de position pour lui. Et Austin Barber également. On s'est ajouté de la profondeur aussi au sein de ligne d'attaque en troisième ronde. Donc, ce sera intéressant. Peut-être, tu as parlé de Jodkins, tu as parlé du groupe de receveurs. As-tu aimé là, justement de voir l'ajout de Casey Conception et Denzel Boston? On a pris un choix de première ronde en fin de première ronde pour acquérir Conception. Et par la suite, en deuxième ronde, on est revenu avec Denzel Boston. C'était un besoin là, à la position de receveur du côté des Browns. Ajouter du talent. Là. Ouais, ajouter du talent. Toutefois, Conception, moi, ce que j'ai hâte de voir, ça va être ses mains. Il échappait des passes hein, à Texas et A&M. Alors, c'est ça, j'ai hâte de voir. Là. C'est ça, ça va se poursuivre du côté de la NFL. Denzel Boston a un gros cabaret. Il y a Jerry Judy qui est toujours là. C'en a un autre qu'on mentionne plus son nom, là, à Jerry Judy, tout comme Dylan Gabriel. Mais il est toujours là. Oui, j'aime qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'est un besoin criant, la position de receveur. On l'a adressé en première et en deuxième ronde. Mais encore une fois, comme je le répète souvent avec le repêchage, c'est pas où les joueurs sont repêchés. C'est est-ce qu'ils seront en mesure de performer sur le terrain. Puis avec les joueurs recrues, on ne sait jamais. Mais Consumption, il est talentueux. C'est un maître dans l'art de gagner des verges après la réception. Comme je l'ai dit, Boston est imposant physiquement. Donc, on a du talent. Maintenant, ça va être aux entraîneurs maintenant de développer ces joueurs-là parce qu'ils sont talentueux. On a reçu une question de Fab Turgeon via Instagram qui nous demande parmi les joueurs sélectionnés au dernier repêchage par Cleveland, qui va avoir le plus gros impact dans l'équipe selon vous? Merci pour votre travail au sein du podcast Les Boys Let's Go Brown. Donc, Didier,
Parmi les joueurs Bon, on vient d'en repêchés par les parler. Browns. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça, Conception. Pour moi, ça va être un Conception. Parce que clairement, on n'est pas satisfait de Jerry Jeudy. Et ben, c'est ça, avec un nouveau système, nouvel entraîneur-chef. Puis Tom Monken, c'est une bonne tête de football. Là. Le football en attaque, on a vu l'amélioration de l'attaque des Ravens. Il ne faut pas oublier l'attaque des Ravens, qu'est-ce qu'elle était avant l'arrivée de Tom Monken. On s'est amélioré. Lamar Jackson a continué de s'améliorer sous Monken. Alors, il s'est coaché en attaque. Question de savoir est-ce qu'il pourra ben, justement, là, euh, bien développer cette attaque-là, puisqu'il va y avoir les responsabilités qui viennent avec le poste d'entraîneur-chef en plus. Mais moi, c'est Casey Conception. Pour moi, Conception, tu sais, Marc-André, j'ai parlé bon, des passes qui l'échappaient. Ça risque d'être tout ou rien, là. S'il peut régler ce Mhm. problème-là de passes échappées, il est talentueux, il n'a pas un gros gabarit, mais tout de même, il est explosif. Alors, Conception, pour moi, ça pourrait être un joueur, justement, des joueurs repêchés des Browns de cette année qui pourrait ressortir du lot. Moi, je pense que Spencer Fano, c'est facile là, comme réponse. Je pense que c'était un besoin criant au sein de la ligne d'attaque. Je pense que Spencer Fano, c'était un des joueurs de ligne les plus polyvalents disponibles au repêchage. Puis on en a fait son acquisition du côté des Browns. J'ai adoré cette sélection-là. On a Emile Ross, Ouais. 87, sur Instagram, qui nous demande que pensez-vous de la reconstruction des Browns? Personnellement, je crois que c'est encourageant car l'échange de Myles Garrett est un échange gagnant, selon moi, pour Cleveland. Et les derniers repêchages ont été très fructueux. Je crois que le projet est en bonne voie, mais comme vous le savez, les Browns sont les Browns. Oui, Emile, merci pour ta question. Oui, tu as raison. Les Browns sont les Browns jusqu'à preuve du contraire. On vient d'en parler. Tu sais. Moi, j'ai aimé la transaction. T'as pas dit qu'est-ce que tu pensais de la transaction de Myles Garrett. Est-ce que tu l'aimais pour les Browns? Moi, je pense que oui, 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 j'adore la transaction. Je pense que t'es toujours mieux d'échanger Myles Garrett maintenant. De toute façon, la fenêtre était fermée du côté des Browns. Si on vise une fenêtre dans A jamais trois été ou ouverte, 4 ans, Marc-André. A jamais été ouverte. bon, mais écoute, c'est permis Trop d'espérer, facile, les là. Mais Browns, mettons faire des qu'on blagues sur les Browns. Ouais. Mettons qu'on espère que la fenêtre est ouverte dans 3-4 ans, ben ça donne rien de garder Myles Garrett à fort prix. Ça a été une bonne échange. Jared Verse, je pense qu'il va grandement aider les Browns. C'est pas Myles Garrett, évidemment, mais il va être, c'est quand même un excellent joueur de football. On a été chercher des choix au repêchage qui vont justement nous permettre de sélectionner notre carrière du futur potentiellement en 2027. Donc oui, j'ai adoré cette transaction-là. Pour parler de la construction, je pense que ça va bien du côté des Browns, mais le nerf de la guerre, ça demeure la position de carrière. Puis quand tu n'as pas de Mhm. carrière dans la Ouais. NFL, ben, ça ne fonctionne pas parce qu'en termes de reconstruction, là, on a repêché Harold Fanning l'année dernière également. On a repêché, on a parlé rapidement de McNeil Warren, mais c'était un gars qui était, qui était classé potentiellement en première ronde, là, puis qu'on a eu en deuxième ronde du côté des Browns. Écoute, ça va très bien, ça va très bien. On a repêché un receveur, on a notre porteur de ballon numéro 1 également à long terme. Écoute, je trouve que ça va très bien, mais ça prend un corps arrière, Didier. C'est simple, là, les Browns, Ouais. ça prend un corps arrière. Mais au moins, tu sais, on a construit, on est en train de bâtir un bel environnement pour notre carrière Mhm. potentielle. On ne sait pas s'il fait partie de la formation entre Shedder et de Sean Watson ou ça va être un cas qu'on va repêcher en 2027. Mais au moins, maintenant, on peut voir la vision qu'ont les Browns. De cette reconstruction-là. Andrew Berry a fait du bon boulot lors de ses deux derniers repêchages. En fait, les deux de repêchages précédents, on va voir là pour la QV 2026. Mais au moins, je peux voir la vision qu'il a maintenant. Alors qu'avant, quand, j'ai oublié son nom, là, l'ancien du baseball, il est retourné au baseball, De Posta, était là, je ne sais pas, je prononce bien son nom de famille Ouais, ou je je me sais qui tu veux mélange, dire, j'ai mais peu oublié. importe. Ouais, Ouais, c'est quoi, Eric De Posta, c'est ça? Peu ouais, importe. je Moi, pense que ça a c'est ça. marqué, depuis qu'il a quitté, qu'il est retourné au baseball, là, soudainement, les Browns sont mis à bien repêcher. Barry fait du bon boulot. Tu sais. Donc, si on peut poursuivre dans la même veine, c'est ça. Là, on est en train de construire un bel environnement. La question pour un carrière, la question de savoir qui sera le carrière des Browns pour le long terme. Littéralement, avec un nouveau stade là, aussi qui s'en vient. Terminer les matchs dans Ben le oui, vent, dans la hein, grêle. On va avoir un stade hein, couvert. Ça aussi, ça va peut-être aider, ah mine de ouais, rien, les performances de hein. l'équipe. Ah, écoute, on se moque de la ville de Cleveland, mais la ville de Cleveland va avoir deux nouveaux stades en 30 ans, alors qu'à Montréal, ben, on Bon, célèbre encore les 50 ans du stade olympique. Ouais. À toutes les chances que j'ai, oui, je vais ramener le stade olympique, Marc-André. Toutes les chances que j'ai. ici on, ici, on parle de fantasy football, Didier, et je vais te parler de Quinton Jenkins, le porteur de ballon. Ouais. Juste avant, 990. Marc-André, excuse-moi, là, je sais, tu t'emportes quand c'est le moment de parler de fantasy football.
Mais si on y allait tout d'abord avec nos prédictions en termes de victoires, nombre de victoires pour les Browns de Cleveland, Ah, pardon. plus ou Je pensais moins. qu'on faisait ça Oui, après, plus ou mais moins. j'ai oublié. Oui. Non, non, mais c'est pas grave, là. Écoute, on s'amuse. Écoute, donc, plus ou moins 6 victoires et demie pour les Browns. Alors, ça serait. Moi, j'ai mis. Oui, vas-y. Oui, moi j'ai mis plus. Moi, j'ai quand même Hmm. confiance. Je dis pas qu'ils vont en gagner 10, mais je pense qu'ils vont en gagner au moins 7 pour une équipe. Tu- Je dis pas, écoute, il y a une équipe qui a une victoire seulement en éliminatoire depuis 1999. Je dis pas qu'on va avoir nécessairement une victoire ou qu'on va accéder aux éliminatoires, mais je pense que cette victoire, c'est un objectif atteignable absolument. Donc, tu bois le Kool-Aid brun des Exact. Browns de Cleveland. Oui, ouais, exact. Brun-orange, ouais. Ben, moi, J'ai jamais ouais, compris pourquoi bravo. que les Browns étaient orange, d'ailleurs. En tout cas. Je sais pas, man. Je sais pas. J'ai jamais investigué là-dessus. Je sais pas moi non plus. Ben écoute, moi je vais y aller avec moins. Moins. Moins de 6 victoires et demie. Je peux voir les Browns terminer avec une fiche de 6 et 11. Ça veut pas dire que cette équipe-là ne sera pas améliorée, mais la position carrière demeure un point d'interrogation. On en a parlé là, à plusieurs reprises depuis qu'on a commencé notre analyse des Browns de Cleveland. Pour moi, ça va être moins. C'est simple. J'ai besoin de le voir pour y croire avec les Browns de Cleveland. Ça en est une autre de ces formations-là. Alors, écoute, on va enchaîner justement avec le volet Fantasy Football pour les Browns parce qu'il y a du talent, il y a des joueurs intéressants que certaines personnes aimeraient possiblement avoir au sein de leur équipe de Fantasy Football. On va commencer avec le porteur de ballon, Quinshon Judkins, qui a démontré des belles choses avant de voir sa saison recrue s'est terminée avec une blessure. Il était à 2 verges du plateau des 1000 quand même en 14 matchs, Quinshon Judkins. Hmm. On parle de verges totales ici. 7 touchés en seulement 14 matchs, 230 portées. Il était vraiment la vache à lait du jeu au sol en première et deuxième essai du côté des Browns. Ça, c'est intéressant. Oui, Dylan Sampson est encore là. C'est un complément par la passe, évidemment. Mais je pense que Quinshon Judkins, en santé et au lors dominicain, il a l'air en pleine forme. Il s'était déchiré là, le péroné, entre autres, et fracture du péroné, et il y avait une cheville disloquée l'année dernière en fin de saison. Hmm. Je pense qu'un choix de 5e ronde en ce moment au Fantasy, c'est un bon porteur numéro 2. C'est un gars qui va avoir du volume. Là. C'est un gars intéressant au niveau Fantasy. Écoutez, 5e, 6e ronde, si vous pouvez décrocher un Quinshon Judkins, je pense que c'est un gars qui va avoir justement un volume, donc un plancher très, très, très élevé. Et ensuite de ça, ben, Casey Concepcion, on en parle depuis tout à l'heure. Lui et Denzel Boston, deux recrues. Est-ce que tu Exact. crois que les deux peuvent être productives dès leur saison recrue? On l'a mentionné, Casey Conception, 24e show au total. On le compare un peu à Debo Samuel. Hein? C'est un gars qui, quand tu lui mets le ballon dans les mains, il crée des affaires et on peut le mettre un peu partout dans l'attaque. Ça Hmm. peut être Pour un la beau jouet là, polyvalence, pour un. ouais. Exactement, ça peut être un beau jouet pour le coordinateur à l'attaque et l'entraîneur-chef. J'ai marqué que ça s'annonce peut-être payant, là. Plus payant pour Conception en format PPR, donc que vous obtenez un point pour une réception que Denzel Boston. C'est un choix de 10e ronde. Ça coûte pas grand-chose au niveau fantasy de prendre un billet de loterie sur un des deux receveurs des Browns. Mais Conception est mon préféré en ce moment, spécialement en PPR. Pour Boston. Par contre, Denzel Boston, il y a comme un petit buzz en ce moment, hein, de l'engouement. On dit Mhm. secrètement là, au camp des Browns que ça a été le meilleur au mini-camp des Browns, le meilleur joueur sur le terrain. Denzel Boston, c'est un colosse quand même, à quoi 6 pieds 4, plus de 200 quelques livres. Choix de 13e ronde en ce moment, c'est le prototype numéro parfait là, d'un receveur X dans une équipe. Reste à voir maintenant, justement. On est rattaché à un corps arrière potentiellement médiocre. Donc, c'est ça un peu qui vient un peu nuire à la valeur de ces deux receveurs-là. Mais ce sont deux recrues assez intrigantes au niveau fantasy. Et Harold Fannon, l'année dernière, lui, il était une recrue et il a été extrêmement productif. Il a été vraiment une belle surprise, le produit de l'Université Bowling Green. Oui, il a terminé comme elle est rapprochée numéro 8 au niveau fantasy. C'est incroyable comme saison pour Harold Fanning au niveau fantasy. On attend que les branches qui seraient le point focal de l'attaque de Todd Monken cette année. Et je trouve que c'est une bonne idée de mettre Harold Fanning en valeur du côté des Browns parce que pour moi, c'est leur meilleur receveur de passe en ce moment. Et on sait que Todd Monken, là, les attaques de Todd Monken, historiquement, sont quand même assez favorables aux ailiers rapprochés. On n'a qu'à penser au duo Likely et Andrews avec Baltimore récemment. C'est un choix de 8e ronde en ce moment. J'adore Harold Fanning. Lorsque vous avez passé le groupe élite de 4, là, Tyler Warren, Colson Loveland, Trey McBride, Brock Bowers,
pouvoir attendre, pouvoir repêcher Harold Fannin, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix au niveau fantasy en ce moment. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour pour les Browns de Cleveland. On va rester dans l'État de l'Ohio. On va se tourner maintenant, on va aller vers le sud de l'État de l'Ohio, là. Je parle de la ville de Cincinnati et les Bengals, saison très décevante l'année dernière, blessure à Joe Burrow, encore une fois. La défense était historiquement mauvaise, une des pires de l'histoire de la NFL. Et Zach Taylor, l'entraîneur-chef des Bengals, est le seul entraîneur de la division qui a été en mesure de conserver son emploi puisque les trois autres formations ont procédé à des congédiements une fois que la saison s'est terminée. Alors, Zach Taylor, qui ne fait pas nécessairement l'unanimité à Cincinnati, il a toujours l'excuse de dire que Joe Burrow, bon, était blessé. Moi, j'ai bien hâte de voir ça cette année, là. Zach Taylor. On sait que les Bengals, c'est une organisation qui est cheap. Hein? On est proche de nos sous. Le propriétaire, il n'aime pas payer des entraîneurs qui ne sont plus à la barre de son équipe. C'est la raison pour laquelle moi je crois, je ne sais pas ce qui s'en passe, mais Zach Taylor, il a une bonne sécurité d'emploi avec les Browns, tout simplement parce qu'eux, ils ne veulent pas se retrouver à payer deux entraîneurs-chefs en même temps. Là, on avait une question de Joël Chevary que sur Facebook, puis tu as quasiment tout dit ce que tu avais à dire, qui nous demande est-ce que justement Zach Taylor vit sur du temps emprunté, à partir de quel moment et quelle fiche lui ferait perdre son boulot. Donc, si je viens de comprendre ton argument, Didier, il n'y a pas de temps emprunté, là. Zach Taylor est là ad vitam aeternam parce qu'on est cheap, c'est ça? Ben, c'est seulement ça du côté des Bengals de Cincinnati. Les Bengals font des choses qu'aucune autre équipe de la NFL, aucune autre organisation fait. C'est la raison pour laquelle, ben, c'est ça, les Bengals n'ont pas de succès, là, malgré tout le talent qu'on a du côté de l'attaque. Tu sais, tu vas me dire, bon, OK, Joe Burrow s'est blessé l'année dernière, mais tu sais, il y a des choses qui tournent par rond à Cincinnati, là, depuis toujours, là, depuis que je regarde le football. Là, c'est aussi simple que ça. C'est la famille Brown qui est propriétaire. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour répondre à la question de Joël, ben non, je ne crois pas que Zach Taylor vit sur du temps emprunté. Si moi j'étais propriétaire des Bengals, oui, je te dirais que oui, absolument. Zach Taylor a besoin de mener cette équipe-là en éliminatoire pour sauver son emploi cette année. Mais du côté de l'organisation des Bengals, c'est ça. On fait les choses à notre façon, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, je ne crois pas que Zach Taylor vit sur du temps emprunté, malgré le fait que pour moi, ben, c'est un entraîneur-chef qui laisse à désirer. Tu sais, il est chanceux là, d'avoir hérité de Joe Burrow, Jamar Chase et compagnie. Mais c'est ça. Tu sais, il est chanceux, Zach Taylor. Moi, je ne suis toujours pas convaincu. En fait, je ne crois pas qu'il est un grand entraîneur-chef. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mine de rien, ça fait 3 ans qu'on rate les éliminatoires à Cincinnati, peu importe la raison, là. Mine de rien, un entraîneur-chef, c'est facile de Mhm. blâmer ça sur l'état de santé de Joe Burrow ou de nos vedettes en attaque en général. Depuis 2019, Didier, lors des semaines 1 à 5 d'une saison, la fiche des Bengals, 11 victoires, 23 défaites, un verdict nul. C'est le troisième pire dossier de la NFL durant cette période-là, derrière les deux équipes de New York, les Giants et les Jets. Donc ça, c'est une Wow. statistique pour moi qui est révélatrice quand même. On a historiquement des lents départs. Tu sais, tu te souviens, au départ, on disait, bon, il ne faisait pas jouer ses partants durant les matchs préparatoires. Finalement, l'année dernière, les partants ont joué, ça n'a pas changé grand-chose. Puis Joe Burrow s'est blessé rapidement. En tout cas, bref, j'ai hâte de voir moi aussi Zach Taylor. Je pense qu'il est bien en selle, mais je suis d'accord qu'il y a de la pression en ce moment. Parce que justement, tu as dit, ça m'amène à te parler de la défense. Tu as dit, Didier, au niveau des Bengals, qu'on n'est pas dépensier, qu'on ne dépense pas nos sous, qu'on est grippe-sous. Mais là, justement, on a décidé de dépenser en défense cette année pour l'améliorer rapidement. Puis justement, on a été chercher un gars comme Dexter Lawrence. Puis on a une question sur Dexter Lawrence. Je reviens par la suite. On a décidé justement d'aller chercher Dexter Lawrence, de le payer. On a été chercher Jonathan Allen, Boy Maffei, Brian Cook, Carl Duggar. On a dépensé là, en défense cette année, Didier. On n'avait pas le choix, Marc-André. Il fallait là, dépenser. Cette défense-là, écoute, c'était une farce l'année dernière. Tu sais, si on avait accordé, écoute, on accordait plus de 30 points par match, je crois, en moyenne. Alors, tu sais, du côté de cette unité défensive-là, tu sais, si on peut euh, pas être 32e ou 31e, là, si on peut juste être 16e, au milieu de peloton, il me semble que Bro peut rester en santé. Il me semble qu'on devrait être en mesure de se qualifier pour les éliminatoires. Tu sais. Oui, on a essayé de rehausser le niveau de talent. Tu as mentionné les acquisitions qu'on a faites. Dexter Lawrence, lorsqu'il joue son meilleur football, possiblement dans le top 3, dans le top 4 à la position de plaqueur. Là. Tu sais, tout un joueur peut reculer à pochette, récolter des sacs.
presque pas dépassable contre le jeu au sol. Il est tellement imposant physiquement. Puis, mine de rien, c'est ça. Là, avec l'arrivée de Maffei, Miles Murphy, il n'a pas connu une mauvaise saison. Il ne faut pas oublier le choix de première ronde l'année dernière chez Mars Stewart. On l'a presque pas vu durant l'année, mais il demeure un joueur de talent. Il y a Cassius Howell, qu'on a repêché quoi, en deuxième ronde, si je me souviens bien. Bon, lui, Mhm. qu'est-ce qu'on lui reprochait? C'est la longueur de ses bras. Il a les bras très courts, mais c'est un chasseur de corps qui a été productif au football universitaire. Donc, il y a quand même du talent du côté de cette défense-là. Là. On a amélioré, je veux dire, le niveau de talent. Position de maraudeur avec Cook et Dogger, qui sont des vétérans. Donc, ça devrait stabiliser la tertiaire du côté des Bengals de Cincinnati. Bref, la défense ne peut pas être aussi pire que l'année dernière, d'aucune façon. C'était une farce, cette défense-là. Je me souviens toujours du match contre les Bears de Chicago. On s'échangeait l'attaque. C'était complètement ridicule. Il y avait zéro défense dans ce match-là. Alors, j'ose croire que l'unité défensive, en théorie, devrait être meilleure parce qu'elle ne peut pas être pire qu'elle ne l'était la saison dernière. 30e pour les points par match en 2025 et 31e pour les verges allouées par match, les Bengals. Et on pourrait voir le tableau des départs arriver également. Et je vais te lancer sur la question de Dexter Lawrence qu'on a reçu de Nico Baudouin 08 via Instagram. Mais juste avant, oui, on voit le départ Trey Hendrickson. On va en reparler dans la rubrique des Ravens tout à l'heure. De Trey Hendrickson, mais c'est le gros départ et la grosse arrivée, c'est Dexter Lawrence. C'est justement la question de Nico Baudouin 08 sur Instagram. Pensez-vous que l'ajout de Dexter Lawrence va stabiliser la défense des Bengals? Et est-ce que vous auriez fait cette transaction? Ça, c'est intéressant comme question. Ouais, merci beaucoup, Nico. Oui, j'aurais fait cette transaction parce que c'est quoi? On a donné le 10e choix du dernier repêchage afin d'amener Lawrence à Cincinnati. Dexter Lawrence, il est meilleur que le joueur qui a été repêché au 10e rang. Tu sais, c'était pas une grande cuvée, ce repêchage de 2026. Alors oui, moi, je suis en faveur. Puis il fallait faire ça du côté des Bengals parce que on ne fait pas juste se fier à amener des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience. On l'a fait par le passé. Parce que ça, c'est une des choses qui me dérange du côté de Cincinnati. Marc-André, c'est qu'on en a utilisé des ressources au niveau du repêchage du côté de notre défense. Puis on n'a pas développé ces joueurs-là qu'on a repêchés. Tu sais, j'en parlais tout à l'heure là, avec les Browns. C'est une chose de repêcher des joueurs, mais il faut les développer. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas fait au niveau du groupe d'entraîneurs de Zach Taylor lors des dernières années. Alors là, on est allé chercher un vétéran qui nous a prouvé qu'il est parmi les meilleurs, parmi l'élite à la position de plaqueur. Mais ça va prendre plus qu'un joueur pour stabiliser cette défense-là afin de répondre à la question de Nico. On vient de mentionner les autres acquisitions. On a amené justement d'autres vétérans aussi. Alors, je pense que c'est l'addition de tous ces vétérans-là qui va permettre de stabiliser, du moins c'est le plan des Bengals. Ils espèrent que l'ajout de ces vétérans-là pourront stabiliser leur unité défensive. Si on parle de l'attaque maintenant, elle est explosive, on le sait, avec Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins en tête. Joe Burrow, Didier, je ne sais pas si tu as vu les commentaires qu'il a dit. Il dit, premièrement, les 11 partants qui étaient là l'année dernière sont de retour pour les Bengals. Ouais. Donc, il va dans la continuité. Et Joe Burrow a mentionné que cette équipe-là des Bengals en 2026 a des similitudes avec l'équipe qu'il avait à LSU en 2019, qui a gagné le championnat national. Est-ce que Joe Burrow a trop parlé? Mm. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là? Ça met de la pression sur Joe Burrow, sur justement Zach Taylor, pour boucler la boucle avec Zach Taylor. Mais oui, est-ce qu'on est une équipe aspirante au Super Bowl? C'est un peu ça que Joe Burrow essayait de nous dire. D'accord. Qu'est-ce qu'on répète continuellement? On le disait lors du dernier mois, au mois de juin. On est juste au mois de juin, tout le monde a de l'espoir. Là, on est au mois de juillet, on est juste au mois de juillet, tout le monde a de l'espoir. Là, tout le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent. Écoute, comparez ça à l'attaque de LSU. Bon, OK, c'est vrai, il y a deux éléments qui faisaient partie de cette attaque-là, Joe Burrow et C'est Jamar vrai. Chase, qui sont avec les Bengals. Ben, c'est l'attaque la plus prolifique de l'histoire du football universitaire américain. Là. Wow, 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 Joe, on va se calmer. Là. Tu sais, puis j'ai encore des questions concernant la ligne à l'attaque des Bengals. Ça, c'est un problème. C'est un thème récurrent depuis le début de la carrière de Burrow avec Cincinnati. Oui, la ligne d'attaque est moins pire qu'elle ne l'était, mais encore une fois, Burrow se fait frapper et Burrow, des fois, il retient le ballon un peu trop longtemps. Tu sais, ça permet à ses receveurs, à Higgins, à Chase, de se libérer par moment. Mais aussi, le résultat sont des sacs aussi à d'autres moments. Donc, il y a ça à dire. Mais écoute, cette équipe-là n'a pas de défense l'année dernière. Alors, avant de la comparer à une des plus grandes équipes du football universitaire américain, un instant, Joe, là, je n'ai rien lui enlever.
Oui, l'attaque a un grand potentiel. Mais est-ce que tout d'abord, Joe Burrow peut rester en santé d'abord et avant tout? Ça, c'est la question qu'on se pose à tous les mois de juillet avant le début des camps d'entraînement. Puis il nous a prouvé qu'il est incapable de le faire. Alors, ça va commencer par ça d'abord et avant tout, parce qu'on a vu l'année dernière, sans Burrow, on n'était pas compétitif parce qu'on n'était pas capable d'arrêter personne aussi du côté de la défense. Bon, on était compétitif un petit peu avec Joe Flacco lorsqu'on avait signé Joe Flacco là, en désespoir Oui, de c'est vrai. cause. Puis tu vois, on l'a ramené comme quart suppléant, substitut à Joe Burrow. Ça, c'est peut-être une bonne chose parce qu'on a vu qu'avec Joe Flacco, l'attaque fonctionnait. Joe Burrow a quand même raté 9 matchs la saison dernière et on a vu que c'était le jour et la nuit. Là. Le carrousel de carrière qu'on a eu, quoi, Jake Browning et des noms comme ça. Mais oui, avec Joe Flacco, euh, moi, je suis quand même optimiste s'il arrive quelque chose à Joe Burrow, que l'attaque va quand même fonctionner, on a fait des changements en défense, comme tu viens de le mentionner. La ligne à l'attaque, on se base surtout sur la continuité. C'était pas une grande ligne à l'attaque, mais si on apprend à jouer ensemble, à communiquer ensemble, Orlando Brown, entre autres, là, Dylan Fairchild, Ted Karras, Dalton Risner, Marius Mims, entre autres, ça peut peut-être donner des belles choses. Est-ce que je saute tout de suite à la question de Benoît Roux sur Facebook qui nous demande Salut les gars, croyez-vous que Chase et Burrow vont finir leur carrière avec les Bengals? Et est-il possible qu'ils gagnent un championnat dans les prochaines années? Ben, ça vient de répondre un peu on a répondu un peu à la question. Joe Burrow pense que c'est cette année. Mais est-ce que Chase et Burrow vont terminer leur carrière avec Cincinnati? Ils vont gagner un Non, championnat ensemble, non, c'est selon toi? non, non. Alors, si j'ai à parier, Non? c'est non. Je parie sur non. Je parie sur non, parce que historiquement, quand tu regardes les Bengals de Cincinnati, euh, tu sais, des fois, on assiste à des divorces. Je me souviens à l'époque, Carson Palmer avait dû faire semblant qu'il voulait prendre sa retraite, tu sais, finalement, pour que les Bengals l'échangent. Tu sais, lui, il n'était plus capable. En fait, je pense même qu'il avait pris sa retraite pour se sortir de Cincinnati. Il faudrait que je regarde. Mais il y a cette historique-là. Tu sais, je te parlais de la famille Brown qui est propriétaire de l'équipe. Je ne peux pas leur donner le bénéfice du doute. Tu sais, puis Joe Burrow, souviens-toi, à un certain Hmm. moment, l'année dernière, tu sais, il était allé de commentaires, puis on se dit, hey, qu'est-ce qu'il vient de dire là, là? Tu sais, est-ce Ouais. qu'il aimerait être échangé des Bengals, si tu t'en souviens, là? Tu sais, il était morose, puis après ça, il s'est repris quelques jours plus tard. Mais tout ça pour dire, si j'avais à parier, ben, c'est sûr que je ne vais pas parier en faveur des Bengals de gagner un Super Bowl éventuellement et que Chase et Burrow jouent toute leur carrière à Cincinnati. J'ai vu ça trop de fois, tu sais, des joueurs vedettes quitter les Bengals au fil du temps. Alors, c'est ça, pour répondre à la question de Benoît, non, je ne crois pas que Chase et Brown vont terminer, et Chase et Burrow vont terminer leur carrière avec les Bengals de Cincinnati. Puis je vais même aller plus loin, ils ne gagneront pas un Super Bowl à Cincinnati. Ouais, moi, je suis prêt à le dire déjà. De toute façon, j'ai l'histoire des Bengals en ma faveur. Thierry Douville sur Facebook nous demande considérant les ajouts et les changements chez les Bengals, sont-ils selon vous les favoris pour remporter le titre dans le nord de l'AFC? Merci Thierry pour ta question. Je veux dire que non, pour le moment, moi, je ne peux pas endosser les Bengals. Puis je sais du côté de l'attaque, tu sais, tu as mentionné, c'est un bon point. Tous les partants sont de retour en attaque. On devrait en marquer des points si on reste en santé, bien sûr. Mais je vais avoir besoin de voir que cette défense-là est améliorée. Tu sais, avant de croire que les Bengals pourraient connaître une bonne saison, je peux me l'imaginer. Je peux voir le scénario où justement, tu sais, la défense, sans être exceptionnelle, mais juste être améliorée, peut-être au 20e rang. Tu sais, je disais en milieu de peloton, ça se classe juste au 20e rang de la NFL. Et que l'attaque fonctionne à plein régime. Les Bengals devraient participer aux éliminatoires. Mais est-ce que cette défense-là peut être améliorée? Tout part de là pour moi, là, afin de croire que les Bengals ben, peuvent retourner à l'éliminatoire pour la première fois en 4 ans. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'ils vont gagner le titre dans le nord de l'AFC parce que justement, on a fait des additions. Tu sais, on a parlé de Dexter Lawrence, on a parlé de Jonathan Allen. C'est des bons joueurs de football qui n'ont jamais rien gagné, qui ont des choses à prouver. Puis je pense que justement, il y a la pression avec ces commentaires-là. Joe Burrow a mis de la pression sur l'équipe, sur l'état-major, sur Zach Taylor pour boucler la boucle avec la discussion du début aussi. Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce qu'il y a un siège éjectable? Je pense que la fenêtre est ouverte. Je pense qu'on joue le tout pour le tout. Puis la transaction de Dexter Lawrence, c'était ça. On y va pour cette année. C'est le moment. Puis je pense que si justement, un peu comme toi, là, pour prendre tes mots, je pense que si la défense est juste ordinaire,
les Bengals vont être une force dans l'association américaine. Parce que pour moi, les Bengals, c'est un peu comme les Cowboys de Dallas, de l'association américaine. On a une grosse attaque. Et Hmm. si la défense, était médiocre, peut juste être ordinaire, on peut aspirer à de belles choses, selon moi. Ah, c'est vrai que c'est un peu un copier-coller avec les Cowboys, là. C'est une bonne comparaison, ça, Marc-André. Bon, le moment est venu de jeter un coup d'œil à l'over-under. Plus ou moins combien de victoires pour les Bengals de Cincinnati? Ben alors, over-under est établi à 9 victoires et demi, Marc-André. 9 victoires et demi. En 7 saisons sous Zach Taylor, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 7 saisons que Zach Taylor est à la barre des Bengals. Wow! Les Bengals ont connu 2 saisons de 10 victoires ou plus. Alors, plus ou moins 9 victoires et demi pour les Bengals. Écoute, je vais y aller en premier si tu me le permets. Je vais dire moins. Si je veux être conséquent avec tout ce que j'ai dit, je ne peux pas dire plus. Je vais dire moins. Je peux voir les Bengals gagner 9 matchs, ce qui veut dire qu'ils termineraient la saison quand même avec une fiche gagnante, 9 victoires, 8 défaites. Ça peut être suffisant afin de participer aux éliminatoires. Mais pour donner 10 victoires ou plus à Cincinnati, j'ai besoin de voir que la défense va être, comme tu dis, qu'elle ne sera pas atroce, qu'elle va être juste être correcte. Et je ne suis pas certain que ça va être le cas. Alors, on verra bien, mais pour moi, c'est moins de 9 victoires et demi pour les Bengals. Pour toi? Plus ou moins 9 victoires et Évidemment, demie à Cincinnati cette année. évidemment, si je viens de vous faire un plaidoyer sur le fait que les Bengals vont remporter le titre dans le nord de l'AFC, donc je vais dire plus. Je pense qu'on va signer une troisième victoire, une saison de 10 victoires sous Zach Taylor, parce que pour tout ce que je viens de dire, je pense on est en mode win now, là. On veut gagner maintenant. On veut pas. Joe Burrow arrive, quoi, il a 30 ans maintenant? Il arrive la trentaine s'il ne l'a pas déjà. Je pense qu'on voit les années défiler avec Joe Burrow tranquillement, pas vite, là, puis on se dit qu'on est en train de gaspiller des années d'un quart incroyable. Je pense que les Bengals ont décidé enfin de dépasser. C'était contre leur nature. Je pense qu'on y va pour cette année. Je pense qu'on pourrait. On a des objectifs bien précis, c'est de faire un bon bout en éliminatoire. OK, alors on va voir. On ne s'entend pas là-dessus. Joe Burrow, 29 ans. Il va avoir 30 ans le 10 Ben, c'est décembre. ça. Ah, Oui, c'est ça. voilà. Mine de rien, hein. Mine de T'es rien. rendu à 30 ans. Oui, écoute, il n'y a pas Josh Allen aussi, tu sais, Patrick Mahomes, tous ces Mhm. carrières-là, là, tu sais, mine de rien, là, c'est ça, là, ils arrivent dans la trentaine, là, c'est fou comment ça passe vite. Ben écoute, Marc-André, on va se tourner du côté du volet du volet Fantasy Football, oui, pour les Bengals, en commençant avec Joe Burrow, bien sûr. Alors, quoi tu t'attends pour lui, là, en termes de Fantasy Football cette saison? Écoute, Joe Burrow, c'est facile. C'est une question de blessure parce que lorsqu'il est sur le terrain, on l'a vu la saison dernière aussi, il a été le carrière numéro 5 au niveau fantasy à son retour là, en fin de saison, lorsqu'il a complété la saison. C'est un quart top 5 que vous allez repêcher dans le top 5. C'est un choix de cinquième ronde en ce moment, Joe Burrow. Et je pense que c'est toujours un problème avec Joe Burrow, c'est qu'il ne court pas beaucoup. Il court moins que des Lamar Jackson, des Josh Allen. Donc, je pense qu'il y a quand même un plafond plus limité que ces gars-là pour accéder, mettons, à être le quart numéro 1 au niveau fantasy. Même, tu te souviens, il y a 2 ans, il a lancé 43 passes de toucher. Puis, il n'a pas terminé au premier rang non plus au niveau fantasy. Donc, pour Joe Burrow, pour terminer au premier rang, ça va prendre une saison plus qu'exceptionnelle. C'est peut-être ça un peu sa limite, mais quart top 3, quart top 5 assurément au niveau fantasy, là, c'est une vedette au niveau fantasy à la position de carrière. Maintenant, un joueur au sein de cette attaque potentiellement prolifique qu'on n'a pas mentionné, c'est le demi à l'attaque Chase Brown, qui a vraiment connu une belle saison l'année dernière. Il a été un des rares points positifs des Bengals en 2025. Qu'est-ce que tu penses de lui pour la saison à venir maintenant? Il a été le troisième porteur de ballon en termes de points par match avec Joe Burrow la saison dernière. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se souvient, il n'avait pas connu un bon début de saison avec le carrousel de carrière qu'on avait réservé au niveau des Bengals, chez les Bengals. Euh, il est repêché en ce moment comme porteur de ballon numéro 11. Donc, c'est un choix de milieu de deuxième ronde. Mais je pense sincèrement que Chase Brown a un potentiel d'un porteur de ballon top 5 au niveau fantasy. C'est justement tout le monde est en santé et si l'attaque explosive des Bengals fonctionne à plein régime. Moi, Chase Brown m'a vraiment impressionné l'année dernière, tu sais, parce que c'est pas nécessairement un gros porteur de ballon, mais je ne croyais pas qu'il pouvait être, ben, c'est ça, aussi productif au sol, par la passe, tu sais, d'être réellement le porteur de ballon numéro un là, d'une équipe. Je ne croyais pas qu'il avait, ben, c'est ça, qu'il était assez tough, si tu me permets l'expression,
pour le faire. En tout cas, ça a été une belle révélation pour moi à Chase Brown l'année dernière. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il peut faire ça, connaître le même genre de saison lors de 2 années consécutives, ça reste à voir, on verra bien. Maintenant, T. Higgins, possiblement le meilleur receveur numéro 2 de toute la NFL. Alors, qu'est-ce que tu penses de son potentiel ouais, pour la prochaine saison de Fantasy? Peut-être juste dire en premier lieu que je parle pas de Jamar Chase, parce que Jamar Chase va être le premier receveur ou le Ouais, deuxième receveur repêché dans le top 5 de vos. Tu sais, c'était quand même repêché pas mal Jamar évident. Chase Ouais. en première ronde. Ouais, voilà. Je vais parler plus de T. Higgins. Lui aussi, là, c'est une question de santé. Peut-il demeurer en santé? Receveur numéro 5 pour les points par match en 2024 et le receveur numéro 14 pour les points par match en 2025. Donc, lorsqu'il est en santé, il est hyper productif. Comme tu l'as dit, solide receveur numéro 2, potentiellement l'un des meilleurs de la ligue, avec George Pickens peut-être en ce moment à Dallas, qui est avec CeeDee Lamb. Ah, ouais, ouais, Mais ouais, c'est vrai. je trouve que T. Higgins, en ce moment, c'est George Pickens, mais 12 rangs plus loin au niveau fantasy. C'est un choix de troisième ronde en ce moment, alors qu'on repêche George Pickens en fin de deuxième ronde. Vous pouvez avoir Higgins peut-être 10, 12 rangs plus loin. Donc, c'est une aubaine à ce niveau-là. Comme je vous le dis, s'il est sur le terrain, il va produire. C'était juste parfois les blessures. Ça n'a pas été un gars qui a été épargné par les blessures au cours des dernières années. Ouais, c'est vrai qu'il rate des matchs souvent, là. Ça, tu fais bien de le Mhm, mentionner. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour maintenant pour les Bengals de Cincinnati. On va se diriger maintenant du côté de Baltimore. Les Ravens, c'en est une autre formation là, qui est allée de bon ménage là, à la suite de la dernière saison. John Harbaugh n'est plus là. Il n'est plus à la barre mhm. des Ravens. Il est maintenant à New York avec les Giants. Puis son remplaçant, ben, c'est Jesse Minter, ancien coordinateur de la défense des Chargers de Los Angeles. Alors, Le il Jim, s'amène son à frère. Baltimore. Ben oui, c'est ça, oui. Alors, on passe Ça reste dans la de frère famille. en beurre. C'est ça, exactement, d'une certaine façon. Alors, c'est ça, Jesse Minter, connu du succès en tant que coordinateur en défense, pas juste dans la NFL, mais également avec l'Université de Michigan. Justement, hein, tu parlais de la famille Harbaugh, ben c'est ça, c'était sous Jim Harbaugh avec les Wolverines de Michigan. Ah, c'est vraiment tout un changement, là. Tu sais, ça fait même bizarre. On le voit ici à l'écran pour les gens qui nous regardent via notre chaîne YouTube, des photos de JC Minter. Ça va faire bizarre là, de ne pas voir John Harbaugh à la barre des Ravens. Effectivement, Jesse Minter, là, l'une des vedettes montantes, je te dirais, à la position d'entraîneur-chef là, dans la NFL. Il a amené avec lui également Declan Doyle, à peine 30 ans, coordinateur offensif, qui était le coordinateur offensif des Bears la saison dernière, mais qui n'appelait pas les jeux. Ça, c'est ça que je veux apporter comme Mhm. point. C'était Ben Johnson qui appelait les jeux en attaque du côté des Bears. Pour la première fois de sa carrière, 30 ans, il va appeler des jeux avec Lamar Jackson. D'ailleurs, il n'est pas bien plus vieux que Lamar Jackson, qui a 29 ans, Declan Doyle. Ça, c'était intéressant. Justement, on a reçu une question sur Declan Doyle de la part de Charles Despot sur Instagram qui nous demande, il dit, en tant que fan des Bears, maintenant que Declan Doyle est le nouveau coordinateur à l'attaque des Ravens, pensez-vous qu'il peut devenir le prochain gourou offensif comme Ben Johnson? Rien de moins, hein? On met la barre haute, hein? Étant donné qu'il a appris de Ben Johnson. Ben écoutez, ça reste à voir, parce qu'on ne connaît pas Declan Doyle, hein? Tu sais, c'est ça l'affaire avec tous ces nouveaux coordonnateurs-là. On entend leur réputation, on entend, OK, lui, c'est un protégé de Ben Johnson ou d'un autre coordonnateur et tout. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va être en mesure d'avoir du succès comme Ben Johnson en a eu. Mais pour Declan Doyle, la question de savoir est-ce qu'il va pouvoir s'ajuster à Lamar Jackson? C'est là est la question. À Chicago, bon, on avait Caleb Williams. Pas le même style que Lamar, même si Caleb est mobile, mais Lamar, c'est une licorne. Là. Il n'y a, personne qui est comme lui là, dans la NFL à la position de carrière. Avant ça, Declan Doyle, ben, il était avec Ben Johnson à Détroit, avec Jared Goff au poste de quart. Jared Goff, c'est une statue essentiellement, carrière de pochette. Alors, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir parce que Tom Monken, lui, il avait fait vraiment du bon boulot afin de s'ajuster avec les forces de Lamar Jackson. Puis je ne parle pas juste de ses forces de coureur, mais également de passeur. Est-ce qu'on sera en mesure de faire ça avec un nouveau coordinateur du côté de Baltimore? C'est ce que j'ai hâte de voir. Et est-ce que Lamar, lui, est-ce qu'il est encore l'athlète qui nous a démontré qu'il était depuis le début de sa carrière? Parce que tu t'en souviens, l'année dernière, on en a parlé, toi et moi. Lamar, oui, il était ennuyé par des blessures, mais il semblait juste pas explosif lorsqu'il courait pendant toute la saison, comme le Lamar Jackson qu'on a vu lorsqu'il a fait son entrée dans la NFL.
On a reçu une question sur Lamar Jackson et j'ai envie de te la poser maintenant. Didier, c'est une Un go. question de Jordan Jolicoeur sur Facebook. Il demande est-ce que vous croyez que Lamar Jackson peut connaître une saison pour être nommé dans les MVP suite à sa blessure et la saison qu'il a connue l'année dernière? Tu as parlé justement du fait qu'il courait moins au sol. En fait, j'ai des statistiques que j'avais pour ma rubrique fantasy, mais je vais te la dire maintenant. Le plus petit total de verges au sol, de courses et de toucher au sol et en ayant subi le deuxième plus total de sacs de sa carrière la saison dernière, Didier. Ça, c'est Mhm. intéressant. Donc, moi, ce que je pense, c'est que vous ne voulez pas un corps plus qu'il vieillit. T'arrives peut-être que tu vas courir un peu moins, mais il va falloir que tu passes davantage le ballon. Mais si on remonte à la saison 2024, Didier, il a mené la NFL pour les passes de toucher. Donc, Lamar Jackson, tu l'as parlé, c'est une licorne, c'est un joueur spécial. Moi, je pense que même si Lamar Jackson ne court moins dans les prochaines années, je pense qu'il peut être encore parmi l'élite du circuit. Oui, encore une fois, ça va venir au mariage avec le nouveau coordinateur à l'attaque et les receveurs de passe des Ravens. Tu sais, moi c'est ça qui m'a toujours laissé sur mon appétit, là. Tu sais, le groupe de receveurs de passe qu'on a, bon, Zay Flowers, mais Zay Flowers ne mesure que 5 pieds 9. Donc, c'est ça, j'ai hâte de voir. Là, il y a l'autre receveur dont le nom m'échappe, là, l'ancien de l'Université du Minnesota. Ça fait Rashad quelques années Bateman. qu'il est là, puis on lui a donné, Rashard Bateman, c'est ça. On lui a donné une prolongation de contrat, mais Rashard Bateman, tu sais, je sais pas si toi tu es un fan de lui. Moi, il me laisse sur mon appétit. En fait, le groupe de receveurs des Ravens de Baltimore me laisse sur mon appétit. Isaiah Likely n'est plus là. On a préféré garder Mark Andrews. Souviens-toi, durant la saison, tout le monde on pensait que ça allait être la dernière saison de l'année dernière d'Andrews à Baltimore. Il est de retour. On sait que c'est un grand ami de Lamar Jackson. Mais c'est ça. Moi, j'ai encore des questions concernant le groupe de receveurs de passe. Écoute, tu es notre expert fantasy football. Peut-être que tu as meilleur espoir que moi concernant le groupe de receveurs des Ravens de Baltimore. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Ben, on a repêché deux recrues. On avait clairement ciblé qu'on avait un besoin à ce niveau-là avec Elijah Surratt qui jouait à Indiana avec Fernando Mendoza, entre autres, Mhm. et Jacob Elaine, là, qui est un gros receveur de passe. Mais je suis un peu comme toi. En ce moment, là, le receveur numéro 3 du côté des Ravens, c'est Devontae Walker, qu'on a vu sporadiquement la saison dernière. Donc, c'est pas un groupe imposant. Est-ce que Zay Flowers est un véritable receveur numéro 1 en termes de stature? Il n'est pas super imposant. On l'a vu connaître, s'améliorer d'année en année là, au cours de ces 3 saisons dans la NFL. Mais, et le groupe de receveurs, en fait, c'est l'attaque. Ça se résume à l'attaque en général, Didier. Quelle version de l'attaque on va avoir? Et avec un nouveau coordinateur à l'attaque, un nouvel entraîneur-chef, ça vient avec de l'incertitude. Parce qu'en 2024, l'attaque des Ravens marquait 30,5 points par match. En 2020, en 2025, il en marquait moins de 25. On avait plus de 100 verges en attaque en moyenne de plus en 2024 qu'en 2025, que l'année dernière. Et le pourcentage de touchés dans la zone payante est tombé de 74 en 2024 à 47 en 2025. C'est tout simplement énorme, Didier. Oui, 74 c'était anormalement élevé, mais tomber à 47, écoute, moi, j'ai hâte de voir justement quelle attaque on va pouvoir avoir. Puis on va avoir des réponses sur le groupe de receveurs également. Et on dit en ce moment les échos en provenance de Baltimore que justement, l'attaque de Glenn Doyle, on disait que Lamar Jackson était emballé par le cahier de jeu et tout par les schémas de qu'est-ce qu'on prépare en ce moment à Baltimore au niveau offensif. Mais écoute, ça va rester pour moi une énigme jusqu'au premier match parce que justement, on ne connaît rien de ce nouveau régime-là et on n'a pas parlé de la ligne à l'attaque encore là, qui a perdu des gros morceaux. Oui, définitivement. Écoute, ça peut nous permettre, je crois qu'on n'a pas encore regardé les tableaux des départs et des arrivées du côté des Ravens de Baltimore. Tu parles de gros morceaux, le centre Tyler Linderbaum, considéré comme un des meilleurs, c'est pas le meilleur centre de toute la NFL, ben, il a quitté via le marché des joueurs autonomes, porte maintenant les couleurs des Raiders plutôt de Las Vegas, j'allais dire d'Oakland. Daniel Falele, le mal-aimé au sein de la ligne à l'attaque de l'année dernière des Ravens de Baltimore, ben lui, il a suivi John Harbaugh à New York, va maintenant porter les couleurs des Giants. Alors, c'est ça, au niveau des tranchées l'année dernière, Marc-André, on a eu beaucoup d'ennuis là, du côté de Baltimore. Puis si on regarde du côté des arrivées, Trent Rickson, ça devrait donner un coup de main justement à l'unité défensive parce qu'il y a des matchs où on avait zéro pression sur les carrières adverses l'année dernière, Marc-André. Mm.
Et on a Medabuke, l'excellent plaqueur qui a raté principalement toute l'année dernière, Medabuke, en raison d'une blessure au cou. Il devrait être de retour, mais j'ai hâte de voir ça. Tu sais, quand tu parles d'une blessure au cou, des fois, les joueurs reviennent, finalement, ils se rendent compte que, ouf, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai hâte de voir ça parce que lui, c'est un des meilleurs joueurs de ligne défensive de toute la NFL. Il y a 2 ans, en 2024, il avait vraiment connu toute une saison. Alors, potentiellement, s'il peut rester en santé, jumelé avec Trey Hendrickson et le chasseur de cartes qu'on avait repêché l'année dernière, son nom m'échappe, là, le produit de l'Université Marshall, ça pourrait être intéressant du côté des Ravens. On a également repêché Zion Young, un chasseur de cartes de l'Université Missouri. On a repêché ce qui est possiblement le meilleur garde du repêchage, Iaoune de Penn State. Alors, on a essayé de s'améliorer au niveau des tranchées du côté des Ravens et c'est ce qu'on devait faire parce que, oui, on a parlé, tu viens de mentionner la baisse de production de l'attaque. Ça a été un facteur. C'est vrai que la défense était désastreuse l'année dernière du côté des Ravens de Baltimore. Mais au niveau des tranchées, autant de la ligne attaque que la ligne défensive, il y avait des carences l'année dernière, puis on a essayé justement d'adresser ça durant la saison morte. Tu parlais de Marshall, c'était Mike Green, le secondaire, Mike un peu Green, là, un oui, oui, hybride, Mike là, Green. secondaire hybride Oui. de l'université Marshall. Mais oui, Vega Ioane, je pense que c'est un besoin criant qu'on avait. Il nous est tombé entre les mains au repêchage. Je pense que ça a été une bonne signature. Moi aussi, j'ai hâte de voir comment on va remplacer Linderbaum. Euh, Ça m'inquiète un petit peu, là, la ligne à l'attaque des Ravens, je vous dirais. Ronnie Mhm. Stanley ne rajeunit pas non plus. Puis oui, si on transfère vers la défense, on a vu justement te parler de Madou Bouquet, justement, que lorsqu'il s'est blessé, ça l'a exposé des carences là, en défense chez les Ravens. Seulement 30 sacs du corps la saison dernière. C'était bon pour le 28e rang dans la NFL. C'est trop peu pour la défense des Ravens. Puis oui, je pense que l'arrivée de Trey Hendrickson, ben, ça va. Du côté des Ravens, on souhaite que pour devoir finir le travail. T'sais, on n'a pas donné plus de 110 millions pour arriver à court en termes de sac du corps et tout. On est allé chercher un finisher, un releveur de fin de match, un closer, comme on veut, entre Hendrickson. Hmm. Puis j'espère que les Ravens ne se sont pas trompés parce qu'on va le payer, Trey Hendrickson. Mais oui, c'est un besoin. Là. La ligne défensive en a souffert la saison dernière. Oui, définitivement. Alors, ça, c'est une des choses à surveiller, parce que c'est bien beau Lamar, le nouveau coordonnateur, mais si on n'est pas capable d'arrêter personne, si on a autant d'ennuis qu'on a eu l'année dernière du côté des Ravens, euh, écoute, on anticipe que la défense devrait être meilleure parce que Jesse Minter est lui-même un ancien coordonnateur en défense. Mais j'ai hâte de voir ça également du côté de la tertiaire. Bon, on a Wiggins, qui est un jeune joueur qui continue de s'améliorer, mais Marlon Humphrey, Marc-André, il a connu une saison là, qui était proche du Ouais. désastre, là. Ça a vraiment été très difficile pour lui l'année dernière. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va le déplacer à la position de Nicole? On va continuer de le faire jouer à la position de demi-coin. Parce qu'écoute, là, il commence à être âgé, Marlon Humphrey, puis surtout à la position de demi-coin. Le moindrement que tu ralentis, là, ça paraît. Puis c'est qu'est-ce qu'on a vu de la part de Marlon Humphrey, qui a été pendant de nombreuses années un excellent demi-coin au niveau de la tertiaire des Ravens de Baltimore. Mais l'année passée, il se faisait battre à toutes les semaines là, pour des longs jeux ou des touchés. On n'a pas parlé de Carl Hamilton, qui est l'un des meilleurs joueurs Mhm. défensifs de la NFL. J'avais aimé lorsqu'on avait repêché Malachi Starks aussi. On dirait que Malachi Starks, on n'en a Oui. pas. Il n'y a pas eu un. Il y a eu un moins gros impact que j'aurais anticipé à sa première saison. Là. Je ne sais pas qu'il a été mauvais, mais il y a quand même. Il y a moins. On en a moins parlé que j'aurais pensé, disons ça comme ça, Malachi Starks, mais ça demeure, selon moi, qui est un joueur qui pourrait prendre du galon à sa deuxième année. Ouais, ben souviens-toi, on avait le coordinateur de la défense là, qui était un peu un mal-aimé à Baltimore, avec raison, là. Tu sais, lors de ces deux Ouais, saisons, Zach Joe Orr, Orr, Zach Orr, ouais, Zach ouais, Orr. Zach Orr. Ouais, c'était difficile, là. Il était très jeune, il n'avait pas beaucoup d'expérience, puis c'est comme s'il apprenait sur le tas, là. Donc, avec Minter, qui a plus d'expérience, justement, je pense en théorie, là, que cette défense-là devrait être améliorée, là, tu sais, parce qu'on a des joueurs de talent au sein de l'unité défensive de Baltimore. On a reçu une question de Charles Cosina sur Instagram qui demande est-ce que les Ravens sont des aspirants au Super Bowl? Ouf! Pour l'instant, je suis obligé de te dire que non. Tu sais, il y a beaucoup de changements, l'arrivée de Mentor et tout.
Euh, mais est-ce que c'est une équipe, tu parlais de fenêtre tout à l'heure, est-ce que la fenêtre des Ravens est en train de se fermer? C'est là la question. Est-ce que Lamar va pouvoir retrouver sa forme des beaux jours? Parce que l'année dernière, il n'avait pas l'air de Lamar Jackson. Puis on n'a même pas parlé, Marc-André, de Derrick Henry, qui est rendu à 32 ans, là, mine de rien. Lui, à un moment donné, il va devoir ralentir, Derrick Henry, non? Il me semble. Là. On pensait que ça allait être l'année dernière à 31 ans. Il a réussi à connaître une excellente saison, malgré le fait qu'il était âgé de 31 ans et tout le kilométrage avec son style de course qui est tellement robuste. Mais là, à 32 ans, est-ce que le roi Henry va ralentir finalement? C'est ça, moi, j'ai des doutes là-dessus. Ben, moi, je parie plus contre Derrick Henry, en fait. Peut-être. Tu dis qu'un moment donné, les quatre roues de la charrette vont quitter, là, mais écoute, je sais pas quand. Moi, je pense qu'il va peut-être encore jouer en 2035, là, si la tendance se maintient. Sa tendance, ce métier va être éternel, Ouais. Derrick Henry. Mais non, mais j'ai Il hâte est de comme voir ça parce Thanos, que là. Il y a le Infinity Stone, je sais pas c'est quoi en français, là, les pierres de l'infini. Je sais pas. En de tout cas, bref. l'infini. Oui. Je sais pas comment ils avaient En traduit tout ça, cas, j'avais vu les films en anglais, ouais. mais ouais, ça pour dire. Moi aussi. Mais c'est ça, parce que quand tu regardes la position de porteur de ballon, après lui, on a Justice Hill. Justice Hill, bon, il a son rôle au sein d'attaque des Ravens, mais il a un petit gabarit. On n'a pas beaucoup de profondeur, la position de porteur de ballon, là. Puis notre porteur de ballon partant, il a 32 ans. Il va être à Canton, en Ohio, un jour, Derrick Henry, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est ça, là, si lui est en perte de vitesse, on n'est pas bien nanti, justement pour avoir un autre porteur de ballon qui pourrait lui donner un coup de main, je trouve, personnellement. Exact. J'ai hâte de voir moi aussi, mais écoute, c'est tellement un homme de fer. Puis, écoute, comme je l'ai dit, moi, je parie pas sur Derrick Henry. Même s'il a ralenti, j'avais des statistiques dans mon petit bloc fantasy que je voulais vous parler, mais je vais te le dire maintenant. Quand même terminé septième pour les courses explosives en 2025 parmi les porteurs de ballon. Les courses explosives, on parle de courses de quoi? De plus de 15 verges. Donc, il est encore Mhm. capable, le bon vieux Derrick. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ouais, c'est ça. Il est encore explosif, Derrick Henry. Ou même si vous pensez peut-être le contraire. Ouais, non, c'est surprenant, surprenant. En tout cas, les 10 dernières années, là, en tout cas, moi, ça a été un de mes joueurs favoris à avoir joué. En tout cas, s'il peut connaître une autre bonne saison productive, je vais être heureux. Là, parce que j'adore voir Derrick Henry, le voir courir avec son gabarit. Ça demeure impressionnant. En tout cas, moi, je ne me tente pas de le voir en action. Maintenant, Marc-André, over-under. Combien de victoires pour les Ravens de Baltimore? Souviens-toi, il y a un an, à la pareille date, les Ravens étaient des aspirants au Super Bowl. Puis là, on a raté les éliminatoires. Alors, plus ou moins 11 victoires et demie pour Baltimore. Je sais si elle est en premier. Alors, tu vas pour plus ou moins? J'ai mis moins dans mon cas, mais j'ai un peu peur là, que Derrick Henry me regarde comme ça en disant moins Ouais, sur regarde l'image. ses yeux à travers son casque. Imagine-toi, là, il Il s'en dit, vient vers toi tout à l'heure. Là, ouais. tu dois le plaquer, là. Juste de voir son visage sous son casque. Non, merci. Là, il est en train de me dire, t'es-tu en train de dire qu'on va gagner moins, Marc-André Chaloux? En tout cas, mais oui, j'ai mis moins parce qu'il y a tellement d'incertitudes au niveau des Ravens. On n'en a pas arrêté d'en parler depuis le début. Nouveau coordinateur à l'attaque, nouvel entraîneur-chef, écoute, la roue, la roue du temps tourne, Didier. Lamar Jackson est toujours en quête de son premier Super Bowl. Il va avoir 30 ans, je crois, en janvier prochain quand même, durant la saison 2026 de football. Je pense qu'il aimerait justement ajouter à sa légende ou écrire sa légende avec un trophée Vince Lombardi. Puis je pense que justement, tranquillement, pas vite, il y a beaucoup d'incertitudes. Peut-être que la fenêtre est pas grande ouverte cette année du côté des Ravens, peut-être entrouverte. Je trouve que 11,5, c'était élevé comme plateau à atteindre. J'ai mis moins. J'ai mis moins, moi aussi. Je vais avec moins que 11 victoires et demi. Écoute, là, ça ne veut pas dire que ça va être une mauvaise saison. Si on gagne 11 matchs, c'est quand même une très bonne saison. Ça te permet de participer aux éliminatoires. Mais de dire que cette équipe-là, des Ravens, avec tous les points d'interrogation, va gagner 12 matchs, un instant. Ce qu'on va voir, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, puis il y a un vent de fraîcheur à Baltimore. Tu sais, les partisans des Ravens, il voulait un changement là, au poste d'entraîneur-chef. John Harbaugh, c'est la même histoire qui se répétait lors des dernières années. L'année passée, en fait, on n'a même pas été en mesure de participer aux éliminatoires. Mais combien de matchs qu'on a perdus au quatrième quart lorsqu'on avait l'avance? C'est devenu quelque chose de récurrent là, depuis les 3, 4 dernières années du côté de Baltimore. Alors, je sais que les partisans des Ravens, ils espèrent que ça va être différent, mais moi, je vais aller pour moins de 11 victoires et demi
pour les hommes de Jesse Mentor. Maintenant, côté fantasy, bon, tu as fait allusion à ça à quelques reprises. On va commencer avec Lamar Jackson. Ça a été une saison à oublier l'année dernière. Est-ce que ça va être mieux cette année pour ses propriétaires de fantasy football? Ben, j'espère, parce que Lamar Jackson a le talent. Son potentiel, c'est d'être le meilleur corps fantasy année après année, en fait. Et on pense que Lamar Jackson, avec justement ce banc de fraîcheur, pourrait y parvenir à nouveau. J'ai mentionné d'ailleurs tantôt sur ses prouesses au sol. Ça a été le plus petit total de verges au sol, de courses de touche au sol de sa carrière là, en une saison. C'est un joueur de 5e ronde en ce moment. Mais je pense que Lamar Jackson, s'il est au sommet de son art, comme je l'ai mentionné, on le repêche comme quart numéro 2, quart numéro 3, dépendamment en termes de classement des carrières. Mais choix de 5e ronde, moi je clique Lamar Jackson parce que je pense que c'est un gars qui peut faire la différence au niveau fantasy semaine après semaine. Et Derrick Henry, est-ce qu'il fera la différence fantasy semaine après semaine comme il l'a fait depuis le début de sa carrière ou à peu près? C'est quand même fou. C'est quand même. Derrick Henry, c'est tout de même près de 3900 verges et 34 touchés en 34 matchs avec les Ravens. Et il s'est Wow! joint aux Ravens à l'âge de 30 ans, imagine. T'aurais pas pensé Hmm? ça, hein? Il était Ralentis exceptionnel pas, c'est avec les incroyable. il était exceptionnel avec les Ravens. C'est un choix de fin de deuxième ronde en ce moment, avec un potentiel de porteur de ballon top 5, assurément au niveau fantasy. Le problème, c'est que ça va être le même argument. Il ne rajeunit pas, il est rendu à 32 ans. Les blessures, peut-être, les petits bobos peuvent apparaître. Est-ce que c'est cette année? C'est l'incertitude de cette année. Est-ce que c'est cette année, justement, que la chaîne débarque pour vrai? Il y a toujours ce petit nuage d'incertitude au niveau de Derrick Henry. Est-ce que c'est finalement la saison qu'il sera moins productif? Mais n'en demeure pas moins qu'il est productif encore et encore et encore. Je pense qu'un choix de fin de deuxième ronde pour Derrick Henry, surtout dans un pool redraft, parce qu'on le sait, dans un pool PPR peut-être moins payant, là, attrape pas beaucoup de ballons dans une saison, mais il demeure quand même un porteur de ballon de choix là, au niveau fantasy. Vous pouvez bâtir une équipe fantasy autour de Derrick Henry comme porteur de ballon numéro 1, encore une fois en 2026, ça c'est sûr. Est-ce que Zay Flowers peut être notre receveur numéro un au sein de notre équipe de Euh, fantasy de football? Moi, je suis pas un fan de Jay Flowers. Je trouve son gabarit, je le trouve physiquement pas imposant et je trouve également que c'est un receveur très inconstant en termes d'une saison. Lorsque vous jouez vos plupart de vos fantasy sont hebdomadaires, vous avez un affrontement, c'est face à chaque semaine. Souvent, Zay Flowers peut être 3, 4, 5 semaines là, sans vous donner de production, puis par la suite avoir un match incroyable. Sa moyenne de verges par cible s'est améliorée en 3 ans, mais pas son nombre de cibles dirigées vers lui. Donc, il est seulement ciblé quoi, en moyenne 6 fois par match depuis le début de sa carrière, c'est pas beaucoup. Il n'a jamais inscrit plus de 6 touchés en une saison. L'année dernière, quand je parle d'inconstance, il n'y a aucune performance dans le top 12 à la position de receveur de passe entre les semaines 2 à 13, malgré une saison de 1200 verges, entre autres. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des matchs où il est, on appelle boom bust en anglais, il y a des matchs où il est incroyable, qui connaît une performance exceptionnelle, puis il y a des matchs où il disparaît complètement. J'ai hâte de voir justement avec le changement de philosophie si on va voir un changement à ce niveau-là. C'est sûr que de facto, c'est lui le receveur éloigné numéro 1 des Ravens. C'est un choix de 3e ou 4e ronde en ce moment. Moi, ça m'effraie beaucoup Zay Flowers, mais si vous croyez en Jesse Minter, en l'attaque de Declan Doyle, peut-être un gars plus de la trempe d'un Luther Burden plus qu'un Rome Odunze, là, si on fait un parallèle avec les Bears. Eh bien, écoutez, ça peut peut-être être l'année de la grande éclosion pour Zay Flowers, mais moi, il me laisse sur mon appétit depuis le début de sa carrière, en tout cas. Ben, enchaînons maintenant avec l'équipe qui a terminé en première position de la section nord de l'Association américaine l'année dernière. C'était les Steelers de Pittsburgh de peine et de misère. On se souviendra qu'ils ont coiffé les Ravens de Baltimore. Je me souviens bien lors de la dernière semaine du calendrier régulier afin d'accéder aux éliminatoires. Malgré tout, il y a eu un changement au poste d'entraîneur-chef. Mike Tomlin a quitté, il a démissionné de son poste. Et on l'a remplacé par un autre Mike, Mike McCarthy. Oui, Mike McCarthy, qui, en passant, Marc-André, Mike McCarthy, là, c'est tout un CV, hein? Est-ce que tu te rends compte qu'il a été entraîneur-chef des Packers de Green Bay, des Cowboys de Dallas, maintenant des Steelers de Pittsburgh? C'est peut-être les trois organisations, du moins parmi les trois Mhm. organisations les plus prestigieuses de toute la NFL. Là. C'est quelque chose, peu importe ce qu'on en pense de Mike McCarthy, mais quand même, là, lorsque je voulais le souligner, parce que lorsque je me préparais pour l'épisode, c'est là que j'ai remarqué ça, c'est là que je suis comme, waouh, c'est quand même tout un accomplissement d'être entraîneur-chef
de ces trois équipes-là. Il boucle la boucle chez lui. En passant, c'est un gars de Pittsburgh. Donc, il Ouais. revient à la maison pour peut-être conclure Ouais, sa c'est ça qui était carrière. émotif Euh, lors de son point de presse quand il ouais. avait été embauché, tu sais, parce que lui, il a grandi comme étant un partisan des Steelers. Effectivement, on a pris la route du vétéran du côté des Steelers au lieu d'un jeune, disons, un jeune entraîneur-chef prometteur. Est-ce que ça sera la bonne décision? Ça reste à voir parce que, écoute, on est passé de Mike Tomlin à Mike McCarthy. On a de l'expérience derrière la cravate, mais je sais pas, j'aurais peut-être aimé voir justement un vent de fraîcheur du côté des Steelers. Je sais pas, moi, voir comme je le dis, là, un jeune coordinateur en ascension qui peut prendre les rênes de cette équipe-là. Mais visiblement, c'était pas le cas du côté des Steelers. Je serais curieux de savoir si toi, tu as aimé la sélection de McCarthy. Ben, comme toi, moi, c'est ça que j'ai. En fait, tout le monde anticipait qu'on allait embaucher un jeune coordonnateur, un ancien coordonnateur, quelqu'un au début de la trentaine, parce que c'était ça, Mike Tomlin, à l'époque. Lorsqu'on l'a embauché, Mhm. je pense que Tomlin avait été coordonnateur de la défense des Buccaneers pendant seulement une saison. Je me souviens bien, est-ce que c'était à Tampa Bay ou au Minnesota? En tout cas, je me souviens plus, peu importe. Il était très jeune. Si on remonte encore plus loin dans le temps, Bill Cowher, le prédécesseur de Mike Tomlin, lui aussi, c'est un ancien coordonnateur en défense. Il était très jeune lorsqu'il avait été embauché par les Steelers. Donc, on pensait que l'histoire allait se répéter. Et ben, c'est pas ça qui est arrivé. Parce que je pense que du côté des Steelers, on essaie de faire deux choses en même temps, Marc-André. On essaie de demeurer compétitif tout en développant un carrière. Puis c'est ça le mandat de Mike McCarthy. Je ne crois pas que le carrière de l'avenir fait partie de la formation des Steelers. Je sais qu'on a repêché Drew Aller, l'ancien carrière de Penn State. J'ai hâte de voir ça, écoute, parce que là, on repart à neuf avec Drew Aller. Personnellement, je ne crois pas en Drew Aller de ce que j'ai vu de lui à Penn State. Mais toutefois, McCarthy, c'est un vrai gourou des carrières. Très souvent, il y a des jeunes coordonnateurs, puis là, on leur met tout de suite l'étiquette de gourou de carrière. Mais quand tu prends du recul, tu te rends compte, ben, ils n'ont jamais vraiment développé personne. Elle arrive de où cette étiquette-là? Quand tu regardes Mike McCarthy, il y a très longtemps de ça, il avait aidé au développement j'oublie son nom, ancien carrière, Aaron Brooks avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Après ça, bien sûr, le travail qu'il a fait avec le développement de Aaron Rodgers. Dak Prescott a connu ses meilleures saisons alors que Mike McCarthy était son entraîneur-chef avec les Cowboys de Dallas. Il a démontré qu'il sait coacher la position de carrière. Alors, c'est pour ça que bien que je suis pas un fan de Drew Aller, je me dis, OK, s'il y a quelqu'un qui peut le développer, peut-être, ça pourrait être Mike McCarthy ou peut-être un carrière qu'on va repêcher en 2027. Bref, c'est ce qu'on essaie de faire du côté des Steelers et c'est la raison pour laquelle on a arrêté notre choix sur Mike McCarthy. On voulait quelqu'un d'expérience, mais qui est en mesure de développer des carrières. Alors, on verra si du côté de la famille Rooney, on va avoir, si on gagnera notre pari justement avec cette embauche. Les Cowboys ont été dans le top 4 pour les points marqués lors de 3 des 4 saisons de McCarthy à la barre des Cowboys. Donc, c'est un Mhm. gourou offensif également. Et ça m'amène peut-être à parler d'aller voir le tableau des arrivées et des départs parce qu'on a fait des additions spécialement en attaque du côté des Steelers. Justement, Michael Pittman est probablement la plus grosse acquisition, le receveur de passe. On avait des carences à ce niveau-là. On était faible à la position de receveur de passe. On avait un receveur de passe la saison dernière en DK Metcalf. On a ajouté Michael Pittman, c'est une bonne chose. Rico Dowdle, qui a connu Mike McCarthy avec les Cowboys, qui était avec les Panthers l'année dernière également, s'amène aussi pour épauler Jalen Warren. On a repêché le bloqueur aussi, Max Ionachor, et le receveur de passe, Jeremy Bernard. Donc, on a fait le plein vraiment en attaque. Et on va commencer par l'attaque, Didier. Euh, Premièrement, le général de l'attaque, il est de retour pour une 22e saison, sa dernière, selon ses dires. Aaron Rodgers, Oui, Didier, c'est vrai. dirigera l'attaque des Steelers encore une fois en 2026. Oui, puis c'est la réunion là, avec Mike McCarthy. Là, regarde-moi ça encore une fois pour les gens qui nous regardent via la chaîne YouTube. On a sorti des photos d'archives là, de McCarthy et d'Aaron Rodgers ensemble. Alors là, ils sont réunis. Je veux dire de quoi? Si quelqu'un m'avait dit, là, lorsqu'ils ont vaincu les Steelers à Dallas au Super Bowl, je me souviens plus c'était quel Super Bowl, là, c'est au début des années 2010, que genre 16 ans plus tard, ils seraient réunis à Pittsburgh, McCarthy et Aaron Rodgers, je n'aurais jamais cru. Aaron Rodgers, ben là, c'est quoi? On parle de carrière de 42 ans, Marc-André. C'est 42 ans.
C'est une chose qu'on a remarqué de Rodgers, c'est depuis, même lorsqu'il portait les couleurs des Jets, rendu à sa carrière, tu vois qu'il ne veut pas se faire frapper. Et tu vois que ça le dérange. Et quand tu joues à la position carrière, te faire frapper, ça ne peut pas te déranger. Malgré son âge, là, on semble avoir fait le plein à la position de receveur et misé sur un groupe de receveurs un peu plus éloquent que l'année dernière, Didier. On a Mhm. parlé de Michael Pittman sur le tableau de départ arrivé. On a repêché Jimmy Bernard aussi, un genre de gadget, un receveur de possession. Michael Pittman, c'est sa force aussi. Est-ce que justement, là, Aaron Rodgers, plus le bras d'antan, comme on dit, est-ce qu'on fait des petites passes régulièrement, on est allé chercher des receveurs qui lui sied bien à Aaron Rodgers, non? On voyait l'année dernière, hein, il n'attaquait pas souvent les zones profondes. Aaron Rodgers. Il n'y a aucun doute que le groupe de receveurs de passe des Steelers est amélioré. Là. On a passé la saison dernière, toi et moi, à dire qu'après DK Metcalf, il n'y avait pas grand-chose. Écoute, on tombait à Calvin Austin, imagine-toi. Ben là, on a complété de transactions pour amener le vétéran Michael Pittman des Colts d'Indianapolis à Pittsburgh. Puis là, on a finalement un vrai receveur numéro 2 derrière DK Metcalf. Tu as parlé de Bernard aussi, qui s'est ajouté au groupe de receveurs de passe par l'entremise du repêchage. Mais je crois vraiment, il ne faut pas oublier Roman Wilson, l'ancien de Michigan, qui est toujours là. Là, ça va être sa troisième année. Peut-être que ça va débloquer pour lui. Mais il ne faut pas oublier les ailiers rapprochants en plus, Marc-André. Freiermuth est toujours là. Darnell Washington, qui a perdu une trentaine de livres. Je ne sais pas si tu as vu des photos de Darnell Washington récemment. Là. Mais là, le Non. nouveau groupe d'entraîneurs de Mark McCarthy, ouais, hey, écoute, il a fondu. Il pèse plus de 300 livres. Là. Il est à 265 environ parce qu'on lui a demandé de perdre du poids. Le nouveau groupe d'entraîneurs ne voulait pas qu'il joue à 300 livres. Moi, je sais pas pour toi, moi, je suis vraiment déçu. Là. Quand j'ai vu ces photos lors du mini-camp, un Darnell Washington amaigri, j'aimais ça le voir avec le ballon dans ses mains, le voir dans le caucus, voir qu'il était plus gros que les joueurs de la ligne à l'attaque des Steelers, le voir passer sur le corps des demi-défensifs qui essaient de le plaquer. En tout cas, je suis déçu que Mark McCarthy lui a imposé là, une limite de poids. Là. Mm. Effectivement. Effectivement, j'ai hâte de voir, moi, justement, ce groupe de receveurs-là. Tu l'as mentionné, on est gros, on est grand. Les Metcalf fait quoi? Six Mhm. quatre. Même chose pour Michael Pittman. Daniel Washington, c'est un ogre parmi les hommes. Genre, là, même s'il a perdu du poids et qu'il va demeurer imposant quand même, Shrek, un ogre comme ah, Shrek. ouais, on a un imposant groupe de receveurs. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait là, du côté des Steelers. Oui, de donner de l'aide à notre carrière vieillissant. Alors, écoute, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais sur papier, on a un groupe de receveurs, là. Puisque l'année dernière, on doublait DK Metcalf. Après ça, il n'y avait personne qui était en mesure de se libérer ou à peu près. Là, cette année, avec la présence de Pittman, ben, on ne pourra pas doubler DK Metcalf. Du moins, si on le fait, il va avoir un prix à payer. Alors ça, c'est de bon augure, je crois, pour les Steelers. Ouais, si on a reçu une question également concernant les porteurs de ballon. Pierre-Olivier Paradis sur Facebook nous demande: que pensez-vous du duo de porteurs des Steelers, Warren Doddle? Est-ce qu'un porteur a des chances de jouer plus que l'autre ou ils se partageront le temps de jeu 50-50, Didier? Ouais, merci Pierre-Olivier pour ta question. Pas de mention de Caleb Johnson, tout le monde l'oublie, hein? Choix de troisième ronde l'année dernière que Mike Ouais. Tomlin refusait de faire jouer après qu'il ait commis une bourde sur les unités spéciales. C'est un choix de troisième ronde là, qu'on a dépensé pour le repêcher, donc il va peut-être faire partie de l'équation, là, c'est pas rien, là, être repêché en troisième ronde du côté de la NFL. Alors, comme tu disais plus tôt, Dowdle, ben là, il est réuni avec McCarty. Il avait joué sous Mike McCarty à Dallas. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'on va y aller avec celui qui joue le mieux, tout simplement. Parce qu'on a des styles différents. Warren est plus petit, peut-être un meilleur receveur de passe en sortant de champ arrière. Mais c'est ça, tu sais, pour répondre à la question de Pierre-Olivier, est-ce qu'ils vont se partager le ballon 50-50? Moi, j'ai l'impression qu'on va y aller avec celui qui performe le plus, puis de continuer avec lui. Puis on l'a vu, Darnold, tu sais, il y a eu une période, quoi, pendant un mois l'année dernière, il a transporté l'attaque des Panthers de la Caroline. Donc, moi, c'est ce que je crois qu'on va faire du côté des Steelers de Pittsburgh. Je ne sais pas, toi, comment tu vois ça en termes de fantasy football? Ça vient rejoindre un peu le fantasy. Est-ce que tu penses qu'on va y aller avec un partage 50-50 entre Warren et Donald? Ou est-ce que Caleb Johnson va venir brouiller les cartes à sa deuxième année?
Il était tellement beau, Caleb Johnson. Non, mais écoute, Caleb Johnson, là, faut le voir, faut falloir le voir pour le croire avant d'y croire, justement. Tu parlais de Rico Dowdle, 389 verges lors des semaines 5 et 6 la semaine de l'année dernière. Quand même. Mm. C'était deux performances assez imposantes, merci. Mais oui, justement, moi, je pense que ça va être un partage. Je pense qu'on va voir le même genre de dynamique qu'on a vu avec Kenneth Gainwell, même si je sais, là, ce ne sera pas le même groupe d'entraîneurs du côté des Steelers. On va avoir une dynamique à deux porteurs de ballon, 50-50, je ne sais pas. Mais je pense que Rico Dowdle, c'est pas un gars qui attrape des passes, donc ça sera à Jalen Warren, ça c'est sûr. Mais peut-être, écoute, pour mettre un chiffre, peut-être, je vous dirais peut-être 60-40 là, en faveur de Jalen Warren. Moi, je vois ça comme ça, mais il y a un partage quand même assez équitable, un partage fort, disons ça comme ça, qui va se faire dans le champ arrière des Steelers, selon moi, ça c'est sûr. Ouais, ok, ben j'ai bien hâte de voir ça. Mais je garde espoir pour Caleb Johnson. J'ai pas lancé la serviette encore pour lui. OK. OK. OK, écoute, mais écoute, la ligne à l'attaque, Didier, on en parle-tu? La ligne à l'attaque est quand même bonne, mais sera-t-elle assez bonne cette année pour justement là, bien protéger Aaron Rodgers? Moi, je crois que oui. Parce que pour moi, c'est possiblement la meilleure ligne à l'attaque de la division. Tu sais, on a utilisé des ressources au repêchage lors des dernières années. Je ne me trompe pas, on a trois anciens choix de première ronde. Troy Fortanu va être le nouveau bloqueur à gauche, lui qu'on a repêché. C'était quoi? C'est l'année dernière ou il y a 2 ans, là? Je me souviens plus. Parce que Mhm, Broderick Jones ne faisait pas le travail à la position de bloqueur à gauche. Alors, il va être remplacé par Fortanu au sein de la formation. Alors, sur papier, c'est une ligue à l'attaque qui a un beau potentiel. Il y a du talent au sein de cette unité-là. Alors, oui, je crois que avec le talent qu'on a au sein de la ligne à l'attaque, et si on utilise bien nos porteurs de ballon, si on a une attaque équilibrée, encore une fois, Aaron Rodgers ne veut pas se faire frapper à ce stade de sa carrière. Je pense qu'il a besoin d'aide du jeu au sol aussi. Il n'est pas aussi agressif, attaque pas les zones profondes autant qu'il le faisait lorsqu'il était plus jeune. Alors, moi j'ai confiance entre la ligne à l'attaque des Steelers de Pittsburgh. Je pense qu'on va avoir un retour justement sur les investissements qu'on a fait lors des dernières années au repêchage. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que l'année dernière, on utilisait beaucoup de formations avec des alliés rapprochés pour bloquer. Donc, on avait, tu sais, Jono Smith qui est parti maintenant et tout. Tu parlais de Washington, c'est surtout ça, son pain et son beurre, c'est bloqué. Puis je pense que ça aidait les porteurs de ballon, ça aidait Aaron Rodgers. On le savait du côté de Mike Tomlin qu'on n'avait pas une attaque avec Aaron Rodgers comme corps arrière. Tu peux pas avoir des attaques justement dans les zones profondes, des attaques bien explosives. Ça se passe dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires. Donc ça, j'ai hâte de voir. Jono Smith est parti. Pat Freiermuth est encore là. Daniel Washington est encore là. Et Robert Tonyan est de la formation des Steelers. Ne le cherchez plus. On l'avait perdu, là, l'ancien Yeah. des Ça Packers va de faire Green Bay. 5 ans qu'il n'a pas attrapé une passe. C'est quoi, c'est Aaron Ouais. Rodgers qui l'a appelé, puis l'a Ah, fait sortir de la peut-être. retraite. Je sais pas. Que je peux même pas dire c'est quand la dernière fois que j'avais entendu ce nom-là. Alors, je pense pas qu'il va être un facteur. Robert Tonyan. On va voir s'il va faire l'équipe même. Si... Mon Dieu, Robert Moi, Tonyan. Wow. Ben, moi aussi, je voulais juste le mentionner. Quand j'ai vu regarder ça tantôt cet après-midi, la charte des positions, j'étais comme Robert Tonyan. C'est comme. OK. Non, mais tout ça pour dire que oui, voilà, je pense que justement, cette ligne d'attaque-là, j'ai hâte de voir comment cette attaque-là va s'organiser. Comme je l'ai dit, on a été chercher des receveurs de possession aussi potentiellement. Euh, j'ai hâte de voir parce que Mike McCarthy, oui, c'est un gourou offensif, mais je pense pas que les armes qu'il y avait à l'époque où il était avec les Packers ou les Cowboys, par exemple. Ah non, ça c'est certain, mais je pense pas que c'est ça qu'on va lui demander de reproduire, mais euh, cette attaque-là a le potentiel d'être mieux que ce qu'on a vu l'année dernière, là, tout Ah oui. simplement avec l'ajout d'un joueur de talent à la position de receveur. Si on parle de la défense maintenant, Didier, une défense qui était la tasse de thé de Mike Tomlin, ben, elle a terminé 26e en défense en termes de Hmm. total defense en 2025. 29e contre la passe, ça c'était anormal là, pour une défense des Steelers. Ça a coûté le poste à Mike Tomlin. On a amené Patrick Graham, un nouveau coordinateur défensif. Il était de passage. Ces trois dernières équipes avec lesquelles il a été coordinateur, Patrick Graham, les Dolphins, les Giants, les Raiders, des équipes de tête, comme on dit. Non, je fais des blagues, mais ça n'a pas été très reluisant par moment du côté de la défense et de Patrick Graham. Comment t'entrevois cette défense-là qui est, selon moi, assez vieillissante, là, celle des Steelers?
Ouais, ben Patrick Graham, les gens disent, tu sais, ils le tiennent en haute estime, hein. Il a appris sous Bill Belichick notamment. Puis là, bon, tu as mentionné les équipes pour qui il a joué, pour qui il était le collateur de la défense. Tu sais, on n'avait pas beaucoup de talent là, du côté de ses unités défensives. Donc, il a fait qu'est-ce qu'il pouvait. On dit que la défense des Steelers, elle était rendue prévisible en termes de couverture sous Mike Tomlin. On lui reproche qu'il ne s'était pas nécessairement renouvelé en termes de ses stratégies défensives. Alors, j'ai hâte de voir ça avec Patrick Graham. Si cette unité défensive-là ben, sera mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière, tu sais, les Steelers, on sait, là, historiquement, la défense, c'est leur marque de commerce. Cette unité défensive-là, l'année dernière, ben, c'est ça. Elle ne rencontrait pas le standard qu'a l'organisation des Steelers de Pittsburgh. Alors, on a des joueurs qui sont très vieillissants. On a des jeunes joueurs aussi du côté de la défense. On a fait des acquisitions. Tu sais, on a amené Jamel Dean via le marché des joueurs autonomes, le demi de coin, qui avait connu une excellente saison l'année dernière. On met sur Porter à l'opposition de demi de coin. Donc, on est gros à la position de demi de coin, puis on est robuste, Marc-André. Ces deux joueurs-là sont longs, sont des longs bras. Ils s'amènent en support de course, puis ils sont très agressifs contre les receveurs de passe. Alors, j'aime ce duo-là là, de Jamel Dean et de Porter à la position de demi de coin. Ben, tu l'as dit, tu sais, par contre, on mise sur Jaden Ramsey, qui maintenant joue à la position de maraudeur puisqu'il est vieillissant. TJ Watt n'a vraiment pas Il a connu une dit qu'il bonne avait saison une énergie l'année dernière. renouvelée, Jalen Ramsey, Didier. J'ai lu ça. Ouais, au mois de juillet, tout le monde a l'énergie renouvelée au mois de juillet. On s'en parle au mois d'octobre, novembre, Oui. décembre. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, ben, c'est ça, il est ralenti, là, tu sais, à Jalen Ramsey. Puis je pense que c'est la même chose également du côté de TJ Watt. Cam Hayward, lui, écoute, malgré le fait qu'il est vieillissant, il continue d'être productif. Lui aussi, là, on parlait de d'Eric Henry. Cam Hayward, lui aussi, là, c'est une force de la nature, là, décidément. En plus de ça, il fait ça dans les tranchées à la position de plaqueur. Alors, avec un nouveau coordonnateur, avec l'arrivée tu sais, de nouveaux joueurs comme Jamel Dean à quelques positions clés du côté de la défense, j'ai hâte de voir ça. Parce que tu sais, on a beaucoup parlé de McCarthy, Aaron Rodgers, mais défensivement, cette défense-là, elle n'a pas fait le travail l'année dernière. Alors, avec un nouveau coordonnateur et quelques ajouts, j'ai bien hâte de voir si l'unité défensive des Steelers pourra redevenir, ben, c'est ça, une des bonnes défenses de la NFL. TJ Watt, 7 sacs du corps seulement la saison dernière. Oui, il y a eu des blessures. Il a raté 3 matchs en raison d'une blessure aux pectoraux, mais quand même 7 sacs du corps pour TJ Watt. C'est pas ça que les Steelers avaient envisagé lorsqu'on l'a payé, là, TJ Watt, son plus récent contrat. Mhm. Il t'a parlé de Cameron Hayward, 37 ans. Cameron Hayward. En fait, il a eu Non, 37 c'est ans. incroyable. Euh, c'est fou, ça, de jouer encore à ce niveau-là euh, dans les tranchées. C'est assez fou, merci. Oui, mais est-ce que tous ces joueurs-là, tous ces joueurs-là, en particulier les trois là, qu'on vient de nommer, Hayward, Ramsey et Watt, tu sais, est-ce que les trois là, vont soudainement être en perte de vitesse? Tu sais, dans le cas Mhm. le On pourrait déclin être a dans le déjà trouble. commencé pour Ramsey, pour Watt aussi, ben c'est ça. Tu sais, puis c'est ça, ces trois joueurs sur lesquels on se fie pour être des piliers de notre unité défensive. Tu sais, si les trois, là, cette année, là, cet automne, ralentissent, ben là, cette défense-là pourrait être dans le trouble à Pittsburgh. Absolument. Je suis de ton avis. Et ça se reflète d'ailleurs sur le fameux over-under, le total de victoires là, des Steelers cette année, Didier. Là. Ouais, alors, plus ou moins 8 victoires et demie pour les Steelers d'Aaron Rodgers cette année. Encore une fois, j'ai allé pour moins, Marc-André. J'ai allé pour moins. Faut pas oublier que les Steelers ont la plus longue séquence dans l'histoire de la NFL sans fiche perdante à 22 saisons. 22. Là, ça, c'est la marque de commerce de Mike Tomlin, hein, de jamais avoir de saison perdante. Mike Tomlin, il n'est plus là. Alors, moi, je pourrais voir les Steelers finir avec une fiche de 8 et 9. Donc, je vais choisir moins. J'y vais avec l'under. Toi, de ton côté, plus ou moins 8 victoires et demie pour Pittsburgh. Je trouve que pour un propriétaire de casquette des Steelers, là, je trouve que tu es quand même assez pessimiste pour Hmm. ton équipe cette Elle est où, la année. casquette? Elle est où? Je la vois pas. Elle est où? Elle est où? 8,5, j'ai mis moins, Je moi je aussi. me Je suis coupé pense les que cheveux. C'est pour les. ça que j'ai pas mis de casquette aujourd'hui. Non, non, je fais une blague. Mais moi aussi, j'ai mis moins. Ça Ah ouais, m'inquiète toi à aussi, moins? Pittsburgh. Ouais, ouais, ouais. Ça m'inquiète à Pittsburgh. Que ce soit Mike Tomlin, Mike McCarthy, que ce soit Mike tout court.
J'ai peur. Je trouve que la défense, on est on n'a pas beaucoup je trouve qu'on n'a pas beaucoup voyons, de profondeur également en défense. Je trouve qu'on est à une ou deux blessures graves à des joueurs clés vieillissants, que ce soit un autre fiasco. Je trouve que l'attaque d'Aaron Rodgers, c'est plus ce qu'il était. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. On a comme pas trop de plans d'avenir non plus. On a repêché des Seigneur. frères. Oui, on a Will Howard, Drew Est-ce que ça Howard, vaut la mais peine que les Steelers jouent la saison là, en t'écoutant parler? Est-ce que. ben écoute, au niveau fantasy, je vais en parler dans quelques instants. Là. Je repêcherai pas de joueur des Steelers cette année, je pense. À moins d'avoir une Non, tu vas méchante tenir loin de aubaine, ça. là. Ouais, j'ai peur, Didier. Il y a plein de points d'interrogation encore. Puis j'ai beau me dire que Mike McCarthy sait ce qu'il fait en attaque, là. Je trouve que le personnel à sa disposition est de loin inférieur à ce qu'il avait auparavant avec les Cowboys ou les Packers, comme j'ai dit. OK, ben allons-y avec le volet fantasy pour les Steelers d'abord. Écoute, tu viens de le mentionner. Alors, qu'est-ce que tu penses de Jalen Warren? Maintenant, dans le champ arrière, tu sais, on t'a posé la question. Il y a Pierre-Olivier qui demandait ça allait être un partage 50-50 dans le champ arrière. Comment tu envisages ça pour Jalen Warren en termes de fantasy? Ben, on envisage un partage, c'est sûr, parce qu'il est le porteur de ballon numéro 28 en ce moment au niveau fantasy. C'est un choix de septième ronde. Mais je veux mettre en lumière sur le fait que Jalen Warren, Didier, c'est un bon porteur de ballon lorsqu'il est sur le terrain. Il a terminé dans le top 10 pour les courses à 4,7 et le ratio de plaqués ratés, entre autres, depuis son entrée dans la NFL. Donc, c'est un receveur qui a des habiletés, c'est un receveur qui tire le meilleur des opportunités qu'on lui offre. Par contre, on a amené Rico Dowdle. Le Kenneth Gainwell est parti pour Tampa Bay, mais on a amené Rico Dowdle, qui a des affinités avec Mike McCarthy, c'est sûr. Donc, bien joué dans les plates-bandes de Jalen Warren, mais lorsqu'il est sur le terrain, il est efficace dans le top 20 en format PPR parce qu'il attrape les ballons. Puis ça ce sera son rôle également. Là. Dans le jeu aérien, ça va être Jalen Warren qui va avoir la majorité, voire la totalité potentiellement des passes dirigées vers lui. Il termine dans le top 20 en 2025, donc c'est non négligeable. Mais je trouve que c'est un parteur de ballon. À cause justement du partage de travail qui est presque équitable, je pense que c'est un porteur de ballon. Ça demeure un choix pivot là, ou un porteur de ballon numéro 3. Numéro 2, si vous avez des blessures peut-être, là, mais 3, un pivot assez efficace, notamment en format PPR, mais sans plus là, pour Jalen Warren en 2026. DK Metcalf, comment tu envisages sa saison 2026 pour le fantasy football? Alors, je disais que l'arrivée de Michael Pittman devrait faire en sorte qu'on ne va pas doubler Metcalf comme on faisait, comme les défenses adverses le faisaient en 2025. Est-ce que tu partages mon avis? Est-ce que tu crois qu'il sera plus productif justement, tu sais, sans devoir faire face à des doubles couvertures constamment? Les habitudes du podcast savent que je suis pas un fan de DK Metcalf au niveau fantasy depuis longtemps. J'ai toujours trouvé que c'est un bon receveur fantasy, mais ce n'est pas un excellent receveur fantasy. Il est repêché souvent. On pense que c'est un excellent receveur fantasy, puis c'est pas le cas. Receveur numéro 26 au total en 2025. J'ai eu le plus bas total de cibles et de verges sur réception de sa carrière en 2025. Vous allez me dire, oui, il a été doublé. Oui, la compétition était forte à la position de receveur de passe chez les Steelers. Ben, c'est ça le problème. Il n'y en avait pas de compétition. Puis il a quand même réussi à nous décevoir là, avec Aaron Rodgers au poste de corps. Je vois pas comment l'arrivée de Michael Pittman, de Jimmy Bernard et la présence de Fairmouth, encore une fois, va améliorer la situation pour DK Metcalf. On a un groupe de receveurs, comme je l'ai dit, plus imposant en 2026. C'est un choix de septième ronde en ce moment. DK Metcalf, oui, vous pouvez me convaincre que c'est le receveur éloigné numéro 1 des Steelers, mais vous n'allez pas me convaincre de le repêcher cette année. Moi, je vais passer. D'accord, OK. On va garder ça en tête. On va voir comment la saison va se dérouler, mais clairement, oui. Ouais. T'es pas en faveur de repêcher DK Metcalf. Michael Pittman, peut-être, Marc-André? Ou non, ça aussi, ça t'intéresse pas? Ben, Michael Pittman, c'est un receveur qui a ralenti. C'est pas pour rien qu'on s'en est départi du côté des Colts. On préfère Josh Downs. On préfère peut-être tourner l'attaque autour de Tyler Warren, de Alec Pierce qu'on a payé. On a décidé de garder Alec Pierce au détriment de Michael Pittman. Sa moyenne de verges par cible a grandement diminué en 2025, Didier.
était le receveur numéro 30 au niveau fantasy l'année dernière. C'est un receveur, oui, qui excelle dans les passes rapides, là, dans les zones courtes. Je pense que ça peut être utile pour Pittman parce qu'Aaron Rodgers, c'est ça qu'il est capable de bien faire à ce stade-ci de sa carrière. C'est un choix de 8e ronde Pittman en 2026. Moi, c'est comme choix de 8e ronde, ça m'effraie un petit peu. Je préfère dans ces eaux-là peut-être un gars comme Quentin Johnston, par exemple. Je trouve qu'il y a plus de potentiel comme receveur numéro 2 dans une autre attaque, notamment celle des Chargers pour Quentin Johnson. Donc, Michael Pittman, ça va être je vais passer cette année pour moi, à moins justement là, écoute, c'est facile de dire que je vais passer, mais si DK Metcalf se retrouve en 8, 9e ronde de mon pool, peut-être que là, je commence à y penser. D'ailleurs, je l'avais repêché dans un pool l'année dernière, là, parce que justement, il glissait. À un moment donné, je me suis comme tanné en me disant, bon, il devient une valeur à ce niveau-là, une aubaine. Mais oui, Michael Pittman, je suis pas très excité là, à l'approche de la saison 2026 non plus dans son cas. Ouais, t'envisages rien de bon pour les Steelers, bref, là, toi, en 2026. On va Moi, résumer j'aurais pas de casquette, ça. en tout cas, des Steelers cette année, c'est sûr. Ouais, 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 avec ton cadre de Saquon derrière toi. Bon, ben écoute, c'est bon. Écoute, on a fait le tour là, pour les Steelers de Pittsburgh. Alors, avant de se quitter, on va y aller avec le tableau du classement des prédictions. Oui, la prédiction du classement final au niveau de la division Nord de l'Association américaine. J'ai quand même donné des indices sur le classement là, avec le over-under. Alors, je choisis les Ravens afin de terminer en tête avec un dossier de 10 victoires et 7 défaites. Suivi des Bengals 9 et 8, et Steelers 8 et 9. Oui, la séquence sans saison perdante à Pittsburgh va se terminer. Et les Browns, ben oui, les Browns, chez eux, dans le bas du classement, 6 et 11. Alors, c'est mon tableau classement prédiction du classement de la section nord américaine pour 2026. Qu'est-ce que t'en penses, Marc-André? Allez, vas-y. Laisse-moi savoir que je suis dans l'erreur complètement, que tu crois que les Browns vont terminer en tête et que les Ravens seront derniers. Allez, dis-moi ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, de mon classement prédiction? Ben, écoutez, si vous avez écouté le podcast, je vais mettre les Bengals en premier. Pour moi, c'est Bengals-Ravens. Ensuite, là, je suis. Si tu me disais, Didier, d'aller une prédiction audacieuse, je ferais Browns-Steelers. Mais si je me sers Ah non, ma fais prédiction pas ça. plus sensée, je vais faire Steelers-Browns. Donc, pour moi, Bengals-Ravens, Steelers-Browns cette année. Non, non, mais jamais tous tes jetons au milieu de la table sur les Browns. OK? Fais pas ça. OK. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Il y Non, a mais quelques partisans des honnêtement, Browns dans les commentaires là, qui écoutent le podcast. Là, je vais me faire des amis. non, non, il est habitué. Il a dit lui-même, les Browns sont les Browns. Quand il a terminé sa question en disant ça, lui aussi, il demeure réaliste. Mais je crois vraiment, les Ravens, que ce soit les Ravens et Bengals ou même les Steelers qui terminent en tête, je ne serais pas surpris. Mais je pense que ça va jouer entre les Ravens et les Bengals. Bref, on verra bien. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour de cet avant-goût, oui, de la section nord de l'Association américaine. Alors, je te remercie de ta contribution. On remercie Guillaume. On veut remercier les gens qui nous ont regardés ou qui nous ont écoutés. On espère que cet épisode du podcast vous a plu et on va vous reparler la semaine prochaine avec un autre épisode avant-goût de division de la NFL en vue de la saison 2026. D'ici là, portez-vous bien.